Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais juste me permettre de saluer Jérôme, qui est évidemment le président référent Lean, mais aussi tous les organisateurs, tous mes amis qui sont là, tous les Lean fans, comme je les appelle, ils sont plutôt à ma droite, là. Comme moi, d'ailleurs, je suis un Lean fan. Je viens d'inventer à l'instant cette expression. En tant que président de la Fédération française du bâtiment, je suis particulièrement heureux d'ouvrir et d'accueillir en nos murs cet événement dédié aux Lean Construction qui rassemble aujourd'hui les acteurs de l'acte de construire. On ne présente plus, en tout cas à vous, ça c'est clair, le Lean Construction. C'est un sujet, vous le savez aussi, beaucoup d'entre vous, qui me tient vraiment à cœur depuis de nombreuses années. D'ailleurs parce que je l'ai installé dans mon entreprise juste dans les années 2018, à peine 2019. Donc vous voyez qu'avec l'arrivée du Covid, j'en ai bénéficié évidemment d'une façon opérationnelle. Vraiment moi-même, mes salariés, mes collaborateurs, mais pas que, aussi mes fournisseurs et tous les collaborateurs. Et depuis de nombreuses années, quoi qu'on fasse, c'est sauf exception, toujours le Lean gagnant-gagnant, puisque chasser l'inutile est un progrès collectif. Il faut savoir que Lean signifie, entre autres, Svelte. Il s'agit donc d'une démarche visant à chasser les gaspillages et permettant que ce soit en entreprise, soit sur chantier, d'améliorer le contenu de la qualité, de la productivité, de la prévention, bien sûr, des risques professionnels, des conditions de travail dans leur ensemble et surtout de l'ambiance entre les entreprises et entre nos compagnons. C'est donc un gage d'attractivité, mais aussi et surtout un gage de satisfaction client, puisque bien sûr toute la chaîne des intervenants de ce que j'appelle la grande filière du bâtiment, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, assistant de maître d'ouvrage, assistant de maître d'œuvre, etc., sont tous concernés sur un Lean chantier. Aujourd'hui, les artisans aussi, beaucoup, et les entrepreneurs qui ont goûté, confrontés à des situations récurrentes qui nuisent à la performance de l'entreprise, eh bien, commencent, terminent, digèrent cette formation Lean, en tout cas l'adoption du Lean dans leur entreprise. Avec le Lean Construction, on entre dans un cercle vertueux de la performance où chaque amélioration réalisée génère de nouvelles opportunités de progrès. Et bien sûr, quand on a chassé tout ce qui est inutile, eh bien on retrouve de la marge. C'est ce que nous avions pu déjà constater et démontrer lors des projets menés partout sur la France entière. Mais là, bon, je vais un petit peu féliciter ma région d'origine, la Nouvelle-Aquitaine, dès les années 2016-2017. Je ne sais pas si le papa Lean Nouvelle-Aquitaine est là, Daniel Ridoré. En tout cas, et ce flambeau vient d'être repris évidemment par Jérôme Coad dès les années 2016. Donc voilà, ça se fut lancé un peu partout sur tout le territoire. Et bien sûr, avec Thierry, avec d'autres qui sont passionnés par toutes ces nouvelles méthodes d'organisation. Non, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment une nouvelle méthode d'organisation. Quelquefois, nos anciens et bien plus anciens nous avaient déjà montré la voie. Je souhaite donc que cet événement Lean Construction d'aujourd'hui prouve une nouvelle fois toute la pertinence de la démarche, qu'elle soit menée individuellement au sein des entreprises, mais surtout d'une manière collective en entreprise et sur les chantiers. Je souhaite également que cette journée marque le début d'une action commune dans laquelle s'implique bien sûr la FFB, puisque je suis là, on est dans nos murs, mais surtout, et je les salue, j'en ai salué quelques-uns à l'instant, le pôle Habitat FFB, l'USH qui est aussi présente, l'OPPBTP bien sûr, pour accompagner le large déploiement sur l'ensemble du territoire, n'oublions pas les Outre-mer, d'une démarche qui apportera, je n'en doute pas, un peu d'oxygène à tous, mais aussi le plaisir de travailler ensemble, et ça compte. Place maintenant à des témoignages concrets, toujours, mettant avant tout l'intérêt de cette démarche et la valeur ajoutée du Lean Construction pour notre secteur. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, Président, pour votre accueil. Voici donc le programme pour cet après-midi, au cours duquel nous aurons à cœur de vous faire partager un maximum de témoignages. Donc, dans un premier temps, un échange donc entre FFB, OPPBTP, USH et Pôle Habitat FFB sur le Lean Construction et ses enjeux.
Ensuite, une table ronde dédiée au retour d'expérience ligne construction en entreprise, suivie de 2 tables rondes de retour d'expérience ligne construction chantier. Et nous clôturerons ces témoignages par celui concernant le ligne construction sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Enfin, la convention de partenariat FFB-OPP-USH Pôle Habitat FFB sera signée et nous pourrons ensuite nous retrouver autour d'un verre pour prolonger les échanges. Nous avons le plaisir d'ouvrir cette première session consacrée aux partenaires associés à l'événement. Et donc nous avons le privilège d'accueillir autour de cette scène Jérôme Coad, dirigeant de l'entreprise Top 3 et président du groupe projet Lean et productivité de la FFB. Alban Charrier, directeur adjoint de la maîtrise d'ouvrage et les politiques patrimoniales de l'USH. Éric Freitas, directeur opérationnel de l'aménagement 77, représentant de Pôle Habitat FFB, et Thiébaut Clément, directeur technique de l'OPP-BTP. C'est sur l'impulsion de la FFB que cette initiative voit le jour. Et, ensemble, vous vous êtes associés pour organiser cet événement dédié aux lignes construction, une démarche qui gagne en pertinence dans nos métiers. Lors de cette table ronde, nous aimerons que chacun d'entre vous, en fait, nous partage l'intérêt que vous portez à la démarche Lean. Et nous allons commencer par Jérôme Coad, à l'origine de cette initiative. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a motivé à initier cet événement ? Bonjour à tous, merci d'être là. C'est difficile de passer après Olivier parce que il a inventé un terme qui est juste, de fan lean. Je suis fan lean dans mon entreprise depuis à peu près les mêmes années. J'ai vécu les mêmes choses liées au Covid. Et ce qu'il n'a pas dit mais qu'on a ressenti, c'est que cet engouement se transmet. Il a évoqué le papa et puis on en est aujourd'hui. On est de plus en plus nombreux. Ça s'est matérialisé en fait il y a un peu plus d'un an maintenant par la création du groupe que j'ai l'honneur de présider, du groupe projet Lean et productivité. C'est ce groupe qui a produit un certain nombre de livrables dont la vidéo que vous venez d'apercevoir et d'autres vidéos, dont des livrets qui ont pour vocation de faire connaître le Lean, le faire diffuser. On parle de celui dans les entreprises pour le moment. Le premier, en tout cas, ça a été un livret à destination des entreprises pour aider l'ensemble de la fédération et de son réseau à aider l'ensemble des adhérents et de l'ensemble des entreprises. Et effectivement, maintenant, nous portons notre énergie plutôt sur ce qu'a dit Olivier, c'est-à-dire trouver des chantiers pour pouvoir partager et mettre en œuvre ce Lean en coactivité, en corps d'état séparés, sur des chantiers. Et donc là, on s'adresse, évidemment, et on a la bonne assemblée, on s'adresse à des maîtres d'ouvrage et à l'ensemble de la filière pour essayer de diffuser ces bonnes pratiques. Merci. Alban Charrier, du point de vue des maîtrises d'ouvrage que vous représentez, pourquoi le Lean suscite-t-il un tel intérêt ? Alors avant de répondre, je vais d'abord remercier les partenaires pour nous avoir donné cette capacité de participer à cette convention. On est très heureux de la signer. Alors pour les maîtres d'ouvrage, quand on regarde le contexte du parc social aujourd'hui, on a une injonction de continuer à produire puisqu'on a une demande de logement social toujours plus importante. On doit massifier la réhabilitation parce qu'on doit éradiquer les passoires thermiques et s'inscrire dans une trajectoire de neutralité carbone à 2050. On doit adapter notre patrimoine existant au changement climatique qui devient de plus en plus urgent. On a d'autres injonctions réglementaires qui nous obligent à investir. Et donc, globalement, on fait le constat, tout ça à moyen constant, voire à moyen en diminution. Donc, on fait le constat qu'on a besoin de travailler tous ensemble à une efficience collective.
Et on pense que le Lean est un des leviers pour l'atteindre. Il va nous permettre d'améliorer nos opérations en réduisant, enfin, en pointant des problématiques sur la réduction des pertes de temps sur les chantiers, des déchets. On a parlé d'améliorer la prévention des risques et les bonnes conditions de travail des salariés. C'est extrêmement important parce que ça va nous permettre d'avoir de la qualité à la sortie et probablement de mieux respecter les délais. Donc voilà, donc on est convaincu qu'on a besoin de travailler, de s'améliorer tous ensemble et le Lean est un des outils pour y parvenir. Merci. Monsieur Freitas, de votre côté, quels sont les enjeux du côté de Pôle Habitat FFB ? Bonjour à tous. Écoutez, les enjeux, ils sont multiples. D'abord, je suis très heureux de pouvoir évoquer avec vous ce sujet Lean Construction, parce que derrière ce mot se cache l'amélioration continue qu'on cherche tous et que nous avons tous besoin de mettre en œuvre au sein de nos entreprises, y compris en maîtrise d'ouvrage. Je pense qu'aujourd'hui, le Lean Construction est d'abord une vraie philosophie. C'est ça qui m'a tout de suite motivé dans ce domaine. D'abord une philosophie de travail très importante qui permet de réussir sur le terrain avec les équipes, la coordination de la qualité et de mettre tout ça au cœur de nos projets. Donc ça, c'était très important pour nous. Ce que j'ai également, depuis quelques années qu'on met ça en œuvre au sein d'Aménagement 77, c'est qu'on a très notablement ressenti tous les gains en amélioration à la fois de qualité, de délai, de relations avec les équipes, de relations avec nos entreprises. Ça, c'est très important, le côté humain au sein de nos opérations, notamment quand on se trouve dans la phase de chantier. Ça, c'était quelque chose qui était extrêmement parfois douloureux. Donc, grâce à cette méthode, on arrive quand même à fluidifier toutes nos relations. Et au sein du pôle Habitat, il est vrai que nous croyons assez fermement sur ce levier d'amélioration continue pour nos adhérents, bien évidemment. Nous avons besoin de revaloriser le cœur de nos métiers sur le chantier, les relations avec les compagnons, les délais, les clients. Ça, c'est très important. Sans eux, tout est difficile. Et le message que je porte aujourd'hui avec conviction, je pense, au sein de la fédération, qui nous laisse aussi l'opportunité de nous exprimer, c'est toujours très intéressant, et même au sein de nos équipes, c'est de pouvoir de dire aussi aux entreprises qui peuvent être parfois un peu frileuses ou n'ayant pas la connaissance de ce sujet, d'essayer, d'oser, d'expérimenter. Il y a énormément de dispositifs qui sont mis à disposition de la fédération pour justement passer le cap, passer ce pas. Et je les invite vraiment à le faire, car de notre côté, on n'en ressent que des bénéfices. Les derniers échanges, et j'en terminerai là, avec notamment ce matin, nous ouvrent encore d'autres perspectives, notamment de relations de travail avec des opérateurs qui sont assez spécialisés dans le domaine, pour essayer je dirais presque de professionnaliser la méthode, en tout cas chez Aménagement 77, qui est aménageur, promoteur et constructeur d'équipements publics, pour vraiment rendre ce dispositif le plus abouti possible, voilà, dans nos process de travail. Merci. Thiébaut Clément, vous travaillez à l'organisme de prévention de la branche. Quelle relation faites-vous avec la pratique du Lean et comment peut-elle faire progresser en matière de santé au travail, de sécurité au travail ? Merci Malika. Bonjour à toutes et à tous. Alors bien sûr, moi je suis ravi de pouvoir contribuer avec vous tous à cet axe, cette initiative autour du Lean Management. Précédemment, avant d'arriver à la direction technique de l'OPBTP, j'étais en charge de la recherche et développement chez Bouygues Construction et nous avions déjà mené des expérimentations. On avait vu ses effets sur les chantiers. Le Lean Construction peut bien sûr améliorer, vous le savez, la marge de chantier, être capable de livrer dans les délais, mais aussi d'améliorer bien sûr la prévention, la santé et la sécurité. Un chantier exemplaire, un chantier qui se passe bien, vous le savez, Olivier nous l'a redit, c'est un chantier qui fait de la marge, qui est livré à temps. C'est un chantier où la communication fonctionne bien entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, entre l'entreprise. Un chantier exemplaire, c'est un chantier où les ouvriers, les compagnons sont équipés, se préoccupent de la santé et de la sécurité sur le chantier. C'est aussi un chantier où les ouvriers sont formés à la santé et à la sécurité. Je
voudrais noter autre chose aussi. Nous avons, dans le cadre de notre plan 2030, fait un sondage auprès de 1100 entreprises en début d'année. Nous avons constaté que les chefs d'entreprise étaient de plus en plus impliqués du coup, dans la démarche de prévention. Et je pense que c'est une bonne chose pour améliorer. Et le faire dans le Lean Construction, ça sera aussi un accélérateur. Le Lean, finalement, c'est un formidable outil pour améliorer du coup l'organisation des chantiers, les flux. Et une fois qu'on améliore les flux, bien sûr que ça améliore du coup le déroulement du chantier, mais ça améliore aussi la santé et sécurité, ça limite éventuellement l'accidentologie. Je vois dans le Lean aussi un élément probant pour améliorer l'implication des équipes, l'implication des chefs d'équipe, l'implication des ouvriers, qui auront du coup l'occasion de se prononcer sur du coup les difficultés qu'ils ont et de pouvoir les améliorer. Je vois aussi dans le Lean la capacité d'améliorer les processus, de limiter du coup ce qu'on évoquait, c'est le gaspillage qui finalement a de l'impact sur la productivité, sur du développement durable. Quand on délivre trop de matériaux, c'est des matériaux qui finalement sont jetés, mais aussi quand on délivre trop de matériaux, c'est des matériaux qui sont transportés et qui touchent du coup à la pénibilité au travail. Je vois aussi un dernier point, un enjeu majeur au départ sur la capacité à se remettre en question dans une amélioration continue, et c'est forcément profitable. Voilà le Lean en construction. En conclusion, je dirais que bien sûr c'est un outil puissant, un bras de levier important, et du coup en contribuant ensemble tous les quatre, et puis avec vous chefs d'entreprise de plus en plus impliqués, je pense que ça nous donne l'occasion de créer un environnement de chantier plus sûr et plus performant. Merci Thibaut, merci à vous messieurs. Nous aurons l'occasion de vous retrouver un peu plus tard pour un moment fort qui est la signature de la convention et qui est symbole en fait de votre engagement commun sur cette démarche. Je suis Erwan Croix-Marie, le dirigeant du groupe Croix-Marie, qui est un groupe composé de 3 entreprises dans le domaine de la menuiserie bois, menuiserie aluminium et agencement de bureaux. Je suis Xavier Menouet, dirigeant de BMG, et nous faisons de la menuiserie intérieure, menuiserie extérieure et serrurerie sur des marchés de réhabilitation. Nous avions un système de stockage qui était stockage par chantier. Et à un moment donné, avec un volume important de véhicules, nous avons 100 véhicules dans le groupe, nous nous sommes aperçus que nous avions une désorganisation, en particulier au moment des départs chantiers de nos ateliers. Pour avoir un bon service et une bonne communication avec nos clients, on a spécialisé un peu les équipes. Il y a un bureau d'études, une équipe de conduite de travaux, une équipe administrative, un suivi des appros. Et en fait, il fallait que ces équipes communiquent le plus facilement possible et d'avoir la situation de nos flux produits en temps réel. Nous nous sommes rapprochés de BPI pour faire ce que l'on appelle un accélérateur. C'est un accompagnement qui est monté au niveau régional pour aider les entreprises à s'organiser. Et nous avons eu un intervenant extérieur spécialisé en logistique qui nous a aidé à réfléchir vraiment organisation, stockage, livraison. Nous avons stocké près de l'atelier les produits transformables et nous avons stocké près des départs camions les produits finis en optimisant par type de produit et ensuite en préparant les colis. Alors aujourd'hui, l'outil que nous utilisons, c'est un outil de gestion de projet que nous utilisons pour permettre à nos équipes de communiquer en temps réel. Donc à partir du moment où un des interlocuteurs, le conducteur ou l'approvisionnaire par exemple, a une information sur une livraison, sur une difficulté sur le chantier, l'information est tout de suite intégrée dans cet outil et l'autre interlocuteur l'a en temps réel. Avec cette nouvelle méthode, les poseurs qui arrivent le matin sont livrés automatiquement parce que les colis sont prévus la veille et donc une fluidité dans les passages de camions qui fait qu'il n'y a plus de blocage. Et là, nous avons retrouvé un engagement fort de nos poseurs qui sont passés de ces temps d'attente perturbants, agaçants, à une fluidité, une organisation d'entreprise qui les ont servis directement. Dans le Lean ou en logistique, c'est qu'on a un management visuel, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Chaque sujet a son code couleur. Et ça fluidifie la communication, l'échange entre les différents interlocuteurs dans l'entreprise. Et en impliquant et en associant les équipes, on arrive finalement à une solution très efficace que les gens s'approprient très vite et qui nous a permis vraiment de passer un cap en termes de productivité, mais aussi en termes de qualité de communication avec nos clients et en termes de professionnalisation. Du début de la décision à la fin de l'organisation, nous avons mis 6 mois, donc un résultat finalement
assez rapide. Ce n'est que des bonnes habitudes à prendre. On va chercher le gaspillage et on s'appuie du terrain. Donc le Lean, c'est très basique comme approche. On peut le faire au quotidien. Et aujourd'hui, l'entreprise ne pourrait plus fonctionner sans cet outil, clairement. Nous venons d'avoir une introduction intéressante sur les intérêts du Lean Construction et ses bénéfices. Passons maintenant à la première table ronde qui va nous permettre d'entendre les retours d'expérience d'entreprises qui ont mis en place une démarche Lean Construction en interne. Donc participe Grégory Arispe, président de l'entreprise Cornec et président de la commission Nouvelle-Aquitaine, Julien Cavador, dirigeant de l'entreprise Ampérience, et Philippe Banquet, président du groupe Acorus. Grégory Arispe, pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes venu à mettre en place le Lean Construction au sein de votre entreprise ? Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Grégory Arispe, je suis le président de l'entreprise Cornec, entreprise basée à Saint-Jean-de-Luz de plomberie, chauffage, climatisation. On est 35 collaborateurs. C'est l'entreprise que j'ai rachetée en janvier 2019 et suite à ce rachat, comme j'étais jeune dirigeant, j'ai souhaité faire le SJDB. Et au cours de cette formation, j'ai eu l'occasion d'avoir une journée de formation sur le Lean. Et du coup, c'est un sujet qui m'intéressait parce que j'avais fait une formation technique. Moi, je venais du monde de l'industrie. Donc, c'est vrai que le Lean m'a de suite parlé. Et j'ai regardé auprès de ma fédération quel dispositif il y avait qui avait été mis en place pour les entreprises. Et j'ai appris qu'il y avait un dispositif d'accompagnement qui avait été fait entre la DRET et Constructif, avec comme objectif d'améliorer la performance, la sécurité et la sérénité au sein des entreprises. Donc c'était un dispositif d'accompagnement de 8 jours. Donc voilà, j'ai souhaité faire ce dispositif au sein de mon entreprise. Et quelles ont été les problématiques identifiées et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ? Alors nous, les problématiques qu'on avait, c'était surtout l'embauche le matin avec les collaborateurs. Moi, c'était une société, comme je vous l'expliquais, que je venais de reprendre avec un historique, une ancienne façon de gérer l'entreprise. J'avais vraiment des grosses difficultés à l'embauche, comme vous pouvez l'avoir également. C'est que j'avais tous les salariés qui m'arrivaient les uns après les autres, comme si ils prenaient un ticket et qui venaient me voir en me disant Grégory, qu'est-ce que je fais, sur quel chantier je vais. Et du coup, j'avais vraiment cette problématique parce que j'avais vraiment un conflit qui se faisait en permanence au niveau de l'embauche. Donc avec l'accompagnateur, on a mis en place un groupe de travail avec des chefs d'équipe, des collaborateurs, une secrétaire. On a fait tout le cycle de vie du client au sein de l'entreprise, depuis l'appel client, devis, planification, exécution et livraison du chantier. Et on s'est aperçu que vraiment la phase qui pêchait, c'était vraiment la phase de préparation du chantier pour qu'on puisse amener les équipes en amont plutôt que faire cette préparation le matin à l'embauche. Donc on a décidé de mettre en place un classeur chantier avec toutes les coordonnées du client, tous les plans, toutes les fiches techniques. On a décidé de consacrer un temps vraiment dédié à cette présentation de chantier en dehors de l'embauche. Du coup, on a mis en place ce nouveau dispositif et on a de suite senti de la sérénité au sein des équipes. Et après, on a travaillé sur un deuxième volet, c'était le volet de la gestion des stocks. Parce qu'en permanence, j'avais des problématiques parce que tous les salariés allaient en permanence chez le fournisseur le matin avant d'aller sur chantier. Et au fil des réunions qu'on a pu avoir, on a pu mettre en place des indicateurs pour regarder le nombre de fois et la perte que pouvait avoir l'entreprise à faire ces déplacements. Et on s'est aperçu que la seule solution, c'était d'embaucher un magasinier. Donc on a pris le parti pris d'embaucher un magasinier. On l'a fait grâce au Lean parce qu'on a pu quantifier les pertes. Voilà. Et donc, qu'est-ce que le Lean, la mise en place de cette démarche Lean a pu apporter chez vous ? Et qu'est-ce que vous envisagez ? Quelles sont les prochaines étapes pour vous ? Alors, nous, on a d'une part amélioré la prévention au sein de la gestion des stocks parce que du coup, avec le magasinier, on n'avait pas en permanence des salariés dans le stock. Donc, on a sécurisé déjà la partie stock. Comme je vous l'ai dit, on a apporté énormément de sérénité au sein de l'entreprise. Et j'ai l'impression d'avoir une nouvelle société en gestion. C'est vrai que le matin, les salariés arrivent, ils ont le sourire. Il n'y a plus ce côté conflictuel qu'on pouvait avoir tous les matins à l'embauche. Et c'est vrai que c'est pesant pour un chef d'entreprise quand tous les matins, on se fait pilonner. J'ai réduit de 3% l'ensemble des achats de l'entreprise. Aujourd'hui, on fait 4 millions de chiffres d'affaires. Donc imaginez 3% sur 1,5 million, ça améliore la rentabilité. Et en défi, on va souhaiter travailler sur le réemploi. Comme l'a dit tout à l'heure
on va vraiment travailler sur éviter le gaspillage. Voilà, je pense que c'est le prochain défi pour qu'on soit de plus en plus performant et qu'on évite de gaspiller en permanence sur chantier. Merci. Julien Cavador, de votre côté, comment s'est mise en place la démarche Lean Construction ? Alors bonjour à tous, ça fonctionne ? Oui. Donc, je suis Julien Cavador, je suis dirigeant d'une entreprise sur Montpellier d'électricité, une vingtaine de collaborateurs. Mais nous, on l'a su à travers une sensibilisation au sein de la Fédération du bâtiment local. Imaginez-vous quand un consultant arrive chez vous, il a de quoi s'amuser, il est là dans la salle, il en sourit d'ailleurs. On avait plusieurs axes, on n'a pas trop travaillé, pour être honnête, sur la partie chantier. On a travaillé un peu sur la préparation, mais pas sur la partie chantier pure pour les collaborateurs techniques. À l'époque, on avait embauché une magasinière, pour le coup, mais elle était un peu livrée à elle-même dans un monde où, en fait, elle avait que des techniciens autour d'elle qui ne comprenaient pas pourquoi on avait embauché une magasinière et tout ça. Et en fait, elle a vraiment servi de pilote pour accompagner la mise en œuvre d'un stock rangé. Il était rangé, mais c'était un peu le bazar. Il était un peu rangé à l'ancienne, sauf que là, ça a permis de vraiment classer les choses, mettre du processus et quelques procédures, même si je ne suis pas amateur de la procédure, mais pour un minimum. Et ce qu'a fait Laurent à juste titre dans l'accompagnement, c'était vraiment de dire pourquoi on fait les choses. Et c'est ce que je retiens moi du Lean là-dessus, c'était vraiment pourquoi on fait les choses et se poser la question à chaque fois de si on le fait, c'est pas pour régler un problème une fois, c'est pour régler vraiment un problème structurel. Et ensuite, après, ça nous a permis de faire pas mal de choses sur la partie administratif et chantier. Il y a toujours des conflits dans les entreprises entre l'administratif ou le back-office et le chantier. Donc, fluidifier les informations. Sur la partie étude aussi, de mettre en œuvre certaines choses pour montrer du doigt tout le gaspillage qu'on peut faire en termes d'énergie ou en termes de temps passé sur les opérations. Et après, je crois que c'est à peu près tout sur l'identification de base. Et après, on a mis quelques outils en place. J'imagine que c'est ça que je dois argumenter. Le truc qui m'a frappé, c'est que moi, je suis issu d'une entreprise qui était à mon grand-père, mais j'ai pas le parcours d'un entrepreneur lambda. J'y suis arrivé parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais pas parce que j'ai fait des études pour y arriver. Donc, je découvrais tout ça. Et il y a un truc qui m'a frappé dans le Lean Construction, c'était tout ce qui est imager tout ce qu'on fait. Et vous voyez l'établi qu'on a du grand-père ou de l'arrière-grand-père où il y avait les clés à molette qui étaient dessinées et les tournevis qui étaient dessinés, les scies qui étaient dessinés. En fait, c'est que tout avait sa place. Et en fait, quand on parlait tout à l'heure comment ça s'appelle, de tous nos ancêtres qui étaient capables de faire des choses juste avec du bon sens, le Lean, c'est juste du bon sens, c'est se poser la question de pourquoi on fait la chose. Donc ça fait partie des choses où en fait on a tout rangé de manière globale dans l'entreprise et tout avait une place. Il y a un petit tips qu'on a, je sais, qui a fait le tour, c'était d'avoir un management visuel et aussi avec des photos où aujourd'hui, nous, on n'a pas de gestion d'outillage avec des applications. On est une vingtaine. On a des gens qui sont assez consciencieux de manière globale. Et donc, plutôt que dire il y a la machine qui est là-bas, on va la traquer ou quoi que ce soit, il y a une étiquette avec un aimant. La machine, elle est référencée vu qu'elle a un emplacement. Et il y a la tête du gars qui l'a prise, le gars le matin ou la personne qui le prend note qu'elle l'a prise à telle date et dit s'il y a un retour à faire ou pas, si elle est abîmée. Et donc, ça nous permet, nous, à l'instant, de dire que si on en a besoin, on sait qui l'a et on l'appelle. C'est juste un truc où ça évite une appli à 2000 ou 3000 balles par an et des AirTags et des choses comme ça qui vont suivre, qui vont encore polluer. Et en fait, ça nous a vraiment permis de gagner du temps là-dessus. Sur les stocks, pour le coup, nous, la magasinière, elle n'est plus là, malheureusement, parce qu'elle a eu un Covid long et après, derrière, elle a dû partir, elle ne pouvait pas continuer. Mais ça fait 1 an et demi qu'elle n'est plus là et on est arrivé à garder ce rythme et ce fonctionnement sans magasinier. On a peut-être moins de flux et tout ça, donc ça nous a... c'était pas sans doute indispensable, ça nous a permis déjà de tout préparer, procéduriser, et être en mesure de ranger les choses. Donc là, on arrive à garder ce flux-là. Donc sur la partie atelier, on a un atelier qui est assez rangé par rapport à ce qu'on avait. Sur la partie administrative, on a fait des tableaux de management en fait d'affaires où on parle des choses qui sont faites sur les chantiers, mais on les ramène pour le personnel administratif qui gère après tout ce qui est administratif, où bien souvent il y avait un peu de conflit. On a fait des choses sur la partie études, c'est-à-dire que démarrer les études au bon moment. On sait tout ce que c'est que demander des choses à d'autres confrères qui ne nous répondent pas et tout ça. Et pendant ce temps, on a le bureau d'études qui nous dit « j'ai pas les infos », les choses qui sont des gros cailloux dans la chaussure à la fin de la journée pour la personne qui gère ces choses-là. Et ensuite, après, on a parlé organisation chantier, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on a besoin de savoir comme information, le qui fait quoi dans l'entreprise sur divers sujets, que ce soit opérationnel ou que ce soit administratif, qui était important, mettre en œuvre
Des livrets d'accueil, on en avait, mais c'était un peu fourre-tout. Là, on a remis l'essentiel. Voilà, pas mal de choses qui sont, je répète, imagées, en fait. Moi, je suis pas un grand rédacteur. J'aime pas lire des pavés. Donc, pour le coup, là, en un coup d'œil, il faut que pour le collaborateur, et nos collaborateurs ont une mémoire qui est plus visuelle de manière globale que rédactionnelle, j'ai envie de dire. Voilà. Et est-ce que vous avez un retour de vos collaborateurs sur ce qui a été mis en place ? Alors, sur la partie administrative à Cofid, oui, parce qu'elles étaient, parce qu'il n'y a que des filles pour le coup, assez friands de ça pour le coup, parce que ça permettait de ramener du cadre quand il n'y en avait pas. Sur la partie chantier, j'ai pas ouvertement posé la question, mais je me dis que si ça marche et que j'entends pas de bruit, c'est que ça doit aller. C'est pas quelque chose c'est au début quelque chose qui a été rajouté pour certains comme une contrainte, mais pas pour l'intégralité, parce qu'ils avaient un peu l'habitude du changement en interne. D'avoir arrivé des consultants chez nous, c'est à peu près normal. Mais par contre, Laurent qui est là, et c'est pas pour lui le caresser, mais a vraiment fait le job entre sa posture de consultant et d'accompagnant, limite coach des fois, parce que changer des attitudes, changer des comportements, c'est toujours long, et a pris le temps, et prend le temps encore, parce qu'on fait partie de la 3e campagne aussi, et de prendre le temps de poser. On avait prévu de faire quelque chose aujourd'hui, mais allez, on fait un pas de côté, on regarde, ça va être plus long que prévu, et en fait, les collaborateurs jouent relativement le jeu. Des fois, c'est juste plus long ou pas, mais ils constatent une chose, c'est que le matin, ils ne cherchent pas les choses pendant 2 heures. Et est-ce que vous avez des projets, des perspectives ? Alors là, nous, on a 2 activités. On a une activité travaux, donc qui s'occupe de tous les chantiers de plus d'une semaine, en gros, et là, jusqu'à 10 000 m². Et après, on a les petits travaux et la maintenance. Et là, on essaye de structurer la partie chantier de la maintenance, parce que c'est dans ce métier-là qui est très complexe à organiser, parce qu'il y a plusieurs activités dans une et plusieurs façons de bosser, du chantier de un jour, du dépannage, du chantier qui est un peu plus conséquent. Donc on essaye de processuriser en fait au moins ces 3 étapes, créer des fondations communes pour pouvoir être en mesure après derrière de perdre le minimum de temps à l'exécution et à la préparation, qu'il n'y ait pas de point bloquant. Et j'aimerais, là pour le coup c'est les prochains chantiers, qu'on arrive à fluidifier la partie études, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on passe pas mal de temps à lire des appels d'offres et à s'éplucher des cahiers des charges. Et en fait, ça serait de processuriser un peu la façon dont on chiffre pour perdre le minimum de temps dans cette phase-là, qui est au final, quand on regarde le temps qu'on y passe pour le gain au final d'une affaire, je trouve que c'est un peu disproportionné par rapport à ce qui normalement est déjà fait par des bureaux d'études ou des choses comme ça, parce que ce n'est que ça dans notre lot. On refait ce qui a déjà été fait normalement ou payé par un maître d'ouvrage. Très bien, merci. Philippe Banquet, que vous inspirent les 2 témoignages précédents, et pouvez-vous nous raconter l'histoire du Lean Construction chez Acorus ? Bonjour, je suis Philippe Banquet, donc je suis le président d'Acorus, une entreprise de presque 2000 personnes, organisée en une centaine de mini-entreprises. On ne fait que de la rénovation et on considère qu'on est multi-technique, non pas entreprise générale. Donc chaque mini-entreprise a une activité spécifique. Ce que m'inspirent les témoignages, c'est d'abord qu'on voit bien que le Lean est partout et qu'on ne peut pas juste dire c'est un outil ou c'est sur chantier ou c'est au bureau ou c'est que logistique. Ça peut être partout, et ce qui a été sous-entendu, peut-être pas dit explicitement, c'est que finalement, et on l'a entendu avant, c'est plus une philosophie qui vient enrober chacun de nos processus, et c'est ça que je retiens des témoignages d'avant. Chez Acorus, c'est comme ça que j'y suis venu, d'abord parce que moi je venais pas du tout du bâtiment quand j'ai repris la première entreprise en 2010 que j'ai rachetée. Depuis, c'est de la croissance principalement organique, l'entreprise. Donc on est passé de 80 personnes à 2000 personnes depuis 2010, et il n'y a qu'une centaine de personnes en croissance externe. Et l'idée de départ, c'était de se dire, c'est bizarre ce monde du bâtiment, encore une fois, dont je ne venais pas, qui dit tout le temps qu'il est très bon en délai, en qualité, mais en fait, il est très mauvais, quoi. Et si on regarde autour, les autres secteurs industriels ont beaucoup progressé, et le bâtiment, finalement, assez peu. Et ça a été le début de mes questionnements, de se rendre compte que l'industrie avait plus progressé, parce que l'industrie avait compris, probablement grâce aux méthodes Lean, qu'il valait mieux essayer de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'attendre la fin pour lever des réserves. Et le bâtiment, non, on continue de lever des réserves. Si le bâtiment est organisé comme le
Enfin, si l'automobile était organisée comme le bâtiment, quand vous veniez chercher votre voiture, on vous dirait « elle est prête, prenez-la, rentrez chez vous, mais n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine parce qu'on n'a pas peint l'intérieur de la porte. » quoi. Mais c'est parce qu'on n'avait pas la peinture. Mais vous inquiétez pas, c'est juste une réserve. Ça nous ferait rire. Et en fait, on fait ça tous les jours dans le monde du bâtiment. Donc moi, ça me surprenait. Et en 2013, il y a eu le premier livre sur le Lean qui est écrit par Patrick Dupin. Et donc, moi, dès que je lis ce livre, je me dis, tiens, ça ressemble à ce que je me dis en voyant ce métier tous les jours. Et j'appelle Patrick et je lui dis, voilà, peut-être qu'on peut faire un truc ensemble. Je ne sais pas comment, mais ça me parle. Et on est parti de la base, de la réduction du gaspillage. Il a accompagné des équipes sur un de nos métiers qui était plutôt type dépannage, petits travaux. Et il a constaté avec les équipes que le gaspillage numéro 1 était finalement lié à la posture managériale, à cette posture commande-contrôle typique du conducteur de travaux, qui est le point de passage obligé. Et finalement, nous, le Lean, c'est arrêté là. On a dit, puisque c'est le principal gaspillage, on va essayer de transformer ça. On va passer de commande-contrôle à autonomie et accompagnement. Et on va faire ça, on le fait encore aujourd'hui. D'ailleurs, on ne réussit toujours pas aujourd'hui, 15 ans après. Mais on va le faire sans relâche, quoi, en se disant commande-contrôle, ça ne marche pas. On va essayer autonomie et accompagnement. Commande-contrôle, ça ne marche pas. On va essayer autonomie et accompagnement. Et un exemple que je donne souvent, à l'époque, on n'avait pas d'électricien et notre portail était en panne. Et donc, on fait venir un électricien. Et quand j'arrive le matin au bureau, l'électricien était déjà arrivé à 8 heures. Et il avait garé sa voiture en travers du portail, sa camionnette, et il attendait ou il préparait ses équipements. Je dis super, et ils sont venus tôt. Et puis à midi, quand je repars pour déjeuner, à midi et demi, il était encore là au même endroit et il était dans sa voiture, enfin dans sa camionnette. Donc je m'arrête pour lui demander ce qui se passe. Et il me dit, je lui dis, il est compliqué ce problème de portail. Il me dit, non, je vois très bien ce qu'il faut faire. Là, bon, dans ce cas, il se passe quoi? J'attends mon chef. Ah bon, pourquoi il y a besoin du chef pour... Non, je sais ce qu'il faut faire. Il manque du matériel, il manque... Non, rien. Et pourquoi alors on attend depuis 8 heures ce matin? Est-ce que je ne peux pas intervenir sans mon chef, en fait? Il faut qu'il me dise quoi faire. Ah ouais. Et là, je me suis dit, il y a un problème, en fait, dans ce monde du bâtiment, c'est la posture commande-contrôle qui a généré ça, en fait. Le gars, il attend. Le chef, il va arriver à 14 heures, un peu énervé parce qu'évidemment, il est en retard, parce que le chef, il avait dit qu'il serait là à 9 heures, et puis... il va probablement, comme il est un peu à la bourre, dire « bon, tu fais ci, tu fais ça », sans avoir vraiment regardé. Peut-être même il ne va pas lui donner les bonnes consignes. Et en fait, tout ça, ça génère du gaspillage. Donc le commande-contrôle, c'est vraiment la source du gaspillage. Donc c'est ça qu'on a changé au départ. Et alors, qu'est-ce que pour vous le Lean, Philippe Banquet? Du coup, le Lean, c'est une philosophie d'abord. C'est en partie seulement du bon sens. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien cette définition. C'est une méthode d'optimisation de la performance qui privilégie l'optimisation du flux sur l'optimisation des ressources. Donc, le flux, c'est en partie du bon sens, parce qu'en effet, ça ne doit pas s'arrêter, ça doit être fluide, ça doit être smooth, quoi. Enfin, ça glisse, c'est cool, tout passe bien, ça ne frotte pas. Donc ça, on sent que c'est un peu bon sens. Mais l'optimisation des ressources, c'est encore plus bon sens. C'est ça le problème. C'est pour ça que les deux s'opposent et que en fait, dans notre métier, on trouve que c'est encore plus du bon sens que d'optimiser les ressources. Enfin, si j'ai un plombier, j'ai 10 chambres à faire dans un hôtel, le bon sens, c'est de lui dire enlève que les WC aujourd'hui dans toutes les chambres, et puis demain, on fera le lac à douche. Sauf qu'en fait, ça, c'est le bon sens, mais ce n'est pas le flux, parce que le lendemain, il y a le maçon qui doit venir pour faire... le ragréage de cette fameuse salle de bain, et s'il vient le lendemain, il ne peut pas bosser si on n'a pas enlevé les bacs à douche. Donc il vaut mieux faire 5 salles de bain complètes, comme ça le lendemain, le flux se poursuit, mais il se poursuit multicorps d'état. Et c'est pour ça que ce n'est pas du bon sens, c'est l'interface entre les corps d'état. Donc le Lean, c'est à la fois très simple, à la fois très bon sens, et en même temps pas si simple que ça, parce qu'il faut un peu changer, il faut avoir cet œil différent, qui n'est pas tout le temps naturel. Moi, je dis aussi que c'est la capacité à considérer que chaque problème est une occasion d'apprentissage. Et donc, c'est comment je vais remplacer vraiment la culture d'entreprise qui est, pas chez vous bien sûr, mais dans certaines grandes entreprises, peur et obéissance, c'est un peu les... Pas peur, c'est exagéré bien sûr, mais c'est un peu les deux moteurs d'une entreprise. J'ai un peu peur pour mon poste, j'ai un peu peur qu'on me gronde, j'ai un peu peur de ne pas être augmenté, et puis du coup j'obéis.
Le gars là qui attendait, il obéissait, il savait faire, mais il obéissait. Et ça, on essaie de le remplacer par plaisir et apprentissage. Cette idée qu'on va apprendre, parce qu'un problème, c'est une occasion d'apprendre. Et finalement, de quoi se souviennent les gars quand ils rentrent chez eux le soir, c'est de ce qu'ils ont appris. C'est ça qui fait grandir, qui donne du plaisir, que j'ai envie de raconter aux autres. Et donc, c'est aussi ça, le Lean. Et c'est pour ça que vous parlez aussi du smile pour le sourire. C'est pour ça qu'un jour, j'ai écrit qu'on n'allait plus parler de Lean chez nous, parce que quand je commence à parler Lean, les gens, parce qu'en fait, finalement, comme je disais, on s'est arrêté à la philosophie, donc on ne parle pas tous les jours de Lean, mais par contre, on entretient et on ne réussit pas, comme tout le monde, à entretenir aussi bien qu'on voudrait cette culture au quotidien. Mais alors, si je leur dis, ça, c'est le Lean, ils me regardent avec des grands yeux, et ça y est, je les ai déjà perdus. Et donc, en revanche, la culture, je pense qu'on l'a compris, cette culture de, si tu as un problème, tu as le droit d'essayer de le résoudre, et tu as même le droit d'aller au bout. Si tu sais faire, à la limite, ne demande pas l'autorisation, fais, quoi. Et ça, c'est ce qu'on a appelé le smile, parce que notre culture, elle est basée sur les sourires, le sourire du collaborateur, le sourire du client, le sourire de l'entreprise et le sourire de la planète. Et donc, voilà, ça rejoignait cette idée de dire, finalement, le Lean, c'est notre culture, c'est les sourires, voilà, le Lean, c'est le smile, c'est un peu un raccourci. Et alors, tant qu'on est à des noms, est-ce que vous pouvez nous parler de la démarche Suricat que vous avez mise en place chez vous ? Ça veut tout. Alors, Suricat, c'est notre... on ne l'a pas inventé, honnêtement. Moi, j'étais terrorisé et très gêné du fait qu'en fait, malgré notre approche, malgré cette culture, on avait toujours des taux d'accident identiques au taux moyen du bâtiment. Donc, pas catastrophique. Mais le taux de fréquence des accidents, le taux moyen du bâtiment, si on a une équipe, si on a une de nos mini-entreprises, 15-20 personnes, avec le taux moyen de fréquence du bâtiment, on a un accident par an à peine. Et du coup, on dit, ouais, pas de chance. Et quand on a 2000 personnes, on a un accident par jour, avec le même taux, si tout me revient. Et moi, je ne pouvais plus, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, les gens, ils sont autonomes, et on leur laisse tout faire, on leur dit qu'ils peuvent acheter, qu'ils peuvent s'arrêter, et pourtant, j'ai le même taux de fréquence que tout le monde. Et donc, on a un peu cherché. Et finalement, la méthode qu'on a trouvée, au lieu de venir dire le Lean ne marche pas, c'était une façon de me rassurer peut-être, elle a été encore plus loin. Elle a dit finalement, il faut qu'on aille plus loin et il faut aller dans une sorte de Gemba sécurité. Finalement, ce qu'on a appelé sur Suricat, c'est des visites sécurité qui consistent à aller sur le terrain pour observer les gens bosser en vrai. Et après les avoir observés, avoir une sorte de discussion, vraiment l'esprit du Gemba, du Lean, discussion autour de ce qu'on a constaté. On a constaté des conditions dangereuses, des trucs qui les mettaient en danger, donc on les résout. Et puis on a constaté des actions dangereuses, donc on en parle. Et en fait, l'idée de ça, comme pour le Gemba, c'est une prise de conscience individuelle de dire « Ok, je ne pourrais pas t'imposer par une règle, par une obligation de mettre tes gants. Enfin, je peux toujours essayer, mais dès que j'aurai le dos tourné, tu ne le feras pas. » Le jour où il y a une prise de conscience individuelle du risque et finalement de l'équilibre contrainte-risque, finalement, entre ne plus pouvoir bosser, pas pouvoir nourrir mes enfants parce que je n'ai plus de boulot et mettre des gants, peut-être que, finalement. Et cette prise de conscience individuelle via une discussion, une observation, cette observation qui sert à la prise de conscience individuelle, comme le Lean en Gemba, qui vient regarder le gaspillage et discuter de ce gaspillage, pas dire « c'est pas bien, vous passez chez le fournisseur tous les matins, c'est du gaspillage ». Ça ne change rien, parce que chez le fournisseur, tous les matins, il y a le petit café et les copains. Donc oui, c'est pas bien, mais c'est sympa. Par contre, la prise de conscience, elle agit, et notamment en sécurité. Elle prend du temps, mais elle change tout. Et donc, on retrouve le Lean, mais dans une approche très sécurité. Et on a divisé, alors on a commencé les formations de 150 personnes, donc tous nos chefs d'entreprise notamment, et toute la direction, ont lieu en juin. Les visites sécurité sur ICAT ont commencé en septembre. Et sur l'année, donc juste septembre, octobre, novembre, décembre, on a divisé notre taux de fréquence. On a fait 60% de moins de notre taux de fréquence, quoi. Et enfin, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de la notion de temps vert et temps rouge ? Oui, comme tout le monde, le problème du Lean, c'est de se dire c'est jamais fini, il faut y revenir. Il y a une espèce de frustration permanente. Je l'ai déjà dit, ça. Et en fait, il faut juste accepter que le Lean, c'est une frustration et c'est permanent. Mais en même temps, on a envie de trouver le moyen de le diffuser à plus de monde plus vite. Et je
je me suis rendu compte que, un peu comme disait mon voisin, que si on sait imager, si on sait, ça va beaucoup plus vite. On arrive à transmettre. Et donc je me suis rendu compte dans une intervention un peu comme ça, mais devant les équipes, en parlant de temps rouge, temps vert. Le temps rouge, c'est du gaspillage. Le temps vert, il est à valeur ajoutée. Regardez vos agendas. Quand est-ce que vous étiez vert? Quand est-ce que vous étiez rouge? Juste ça, ça a eu un effet dingue, parce que depuis, tout le monde me dit ah bah hier j'étais en temps vert, aujourd'hui c'est vraiment rouge, hein, cette réunion c'est de la merde, on fait que du temps rouge. Et petit à petit, il y a un truc qui est rentré dans les têtes, et c'est comme si tout le monde avait chaussé les lunettes du rouge et du vert, et ça se mettait à les voir. Je fais une intervention il n'y a pas très longtemps devant le comité de direction de Point P, j'ai parlé de ça, et le directeur général de Point P m'a rappelé en disant oh bah depuis, tout le monde parle rouge et vert. Je me dis, bon, bah, il y a peut-être un truc là-dedans à creuser. Et donc, on est en train de creuser ça, à trouver une méthode pour diffuser quelque chose de très, 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 très simple qui vienne un peu essayer d'extraire la quintessence du Lean pour le diffuser plus loin, plus vite, à plus de monde, quand ils arrivent, à tout moment. Je ne pense pas que ce soit la méthode unique, mais c'est un des éléments pour aller peut-être ancrer mieux encore les lunettes du Lean. Eh bien, merci Philippe Banquet. Merci à tous. C'est ainsi que nous clôturons cette séquence de retour d'expérience en entreprise. Salut, moi c'est Thibaut, je suis pilote de chantier. Et là, je dois construire 131 logements sur Melun. Oui, allô? Bonjour Thibaut, c'est le client là, pareil. C'est le client. Oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai eu quelques soucis et c'est pour vous dire qu'il faudrait réduire la durée du chantier de 3 mois. 3 mois? C'est possible pour vous? Bon, j'ai confiance en vos capacités, vous m'envoyez le nouveau planning. Ok? Oui, bonjour, c'est Thibaut. Où est votre calendrier prévisionnel? Ça fait 5 fois que je vous appelle. Non, il n'y a pas de O, c'est T-H-I-B-A-U-T. Oh, j'ai besoin de... Le numéro que vous demandez... S'il vous plaît, votre planning, vous deviez me l'envoyer il y a 8 jours maintenant. Je pense qu'on pourra vous les envoyer mercredi au plus tôt. Ça vous va? Non! Bonjour. Je peux vous aider? Je suis peintre. Et je viens peindre. Vous voyez bien que je viens de commencer. On est bien jeudi. Oui? Vous deviez avoir terminé hier, et je devais commencer aujourd'hui. Ah non, c'est moi qui devais commencer aujourd'hui. C'était marqué sur le planning. Le vôtre ou le mien? Ah. Mesdames, je viens de faire un tour du chantier, je reviens. Au R+4, rien n'a été fait. On avait noté des choses sur le calendrier. Aujourd'hui, rien n'avance. J'ai pas d'éléments de la part de l'électricien. Je sais pas comment on peut faire une vraie coordination. Ça vous intéresse pas ce que je suis en train de vous dire? Bon, il est temps de bouger un petit peu les choses. Alors, vous rangez les portables, vous fermez les ordinateurs et tout le monde debout. Et sans soupirer, s'il vous plaît, merci. Très bien. Nouvelle méthode. Le Lean, c'est ça, l'échange direct entre les chefs de poste. Ce qui va être intéressant, c'est de les mettre en fonction des tâches qu'on aura besoin. Et si on a besoin de les déplacer pour X raisons, on n'aura plus qu'à en prendre un et remplacer l'autre. Efficacité décuplée. On a un problème. Le raccordement EDF n'a pas été fait. Ça prend combien de temps? Ça dépend d'eux, je sais pas. Super. Ok, comment on peut gagner du temps? Je peux avancer l'emploi du temps de mon équipe 2. Ça nous permet de travailler 3 jours, de gagner du temps, le temps que le raccordement se fasse. Mais ça va pas les déranger? Non, ça va pas les déranger, ça leur permettra de gagner quelques jours de congé derrière. T'es génial. Merci. En prévoyant les retards en commun, on a réduit le temps de chantier de 3 mois. Laura? Ouais? Tu fais quoi en octobre? J'ai un chantier de 2 semaines, ça te tente? Avec plaisir. Ah, super. Et on a fini dans les temps.
Eh bien, sur cette transition assez humoristique, je vous propose d'assister au retour d'expérience de ce qui se déroule sur les chantiers en termes de Lean. Comment le Lean construction est appliqué sur le terrain dans un contexte parfois complexe, concret, mais toujours riche et porteur d'enseignements utiles. Nous allons commencer donc cette table ronde par les démarches initiées de manière volontaire par des entreprises et accompagnées donc ensuite d'acteurs maîtrise d'ouvrage, voir un peu comment voilà, ça réagit. Démarche sans contrainte réglementaire ni contractuelle. Donc nous accueillons pour cette séquence Pierre Giovannetti, responsable du pôle au sein de la direction réhabilitation et immobilière IMO 3F. Xavier Menuet, donc ensemble vous allez échanger là sur votre démarche commune, qui est dirigeant de l'entreprise BMG et qui parleront d'un projet de réhabilitation en site occupé. Nous aurons Nina Bergerie, responsable d'opération construction pour aménagement 77, et Christophe Homo, directeur de l'agence Seine-et-Marne de Mathieu Hébert, qui évoqueront une expérience Lean également. Donc on va commencer par Nina Bergerie. Quelle est votre expérience autour du Lean dans le cadre d'entreprises qui initient des démarches de manière ponctuelle? Ah, il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Excusez-moi. La spécificité peut-être ici, c'est que nous sommes maîtrises d'ouvrage. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup en fait parler depuis tout à l'heure des entreprises qui vont le mettre en place. Et effectivement, nous, notre constat a été finalement un manque de transparence, manque de communication avec les entreprises, avec tous les acteurs du chantier. Parfois trop d'informations dans les comptes rendus, diffusées à des personnes qui ne font même plus partie en fait de l'entreprise parfois. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il fallait absolument que la démarche passe par la maîtrise d'ouvrage parce que on a bien compris que certaines entreprises le mettaient déjà en place dans leurs entrepôts et maintenant il fallait un petit peu le mettre sur le chantier. Et qui est mieux placé qu'une maîtrise d'ouvrage qui gère les contrats de chacun et de tous les acteurs d'un chantier pour le mettre en place. Et donc avec une contractualisation qui passe par un CCTP adéquat afin que chacun connaisse les règles du jeu, avec bien évidemment aussi parfois des petites sanctions parce qu'il faut parfois un peu rappeler les règles. Et finalement, en fait, tout ça nous a permis de faire infuser à chacun, et même en fait dans les équipes chantiers, même jusqu'au chef d'équipe, parce que ces histoires de communication se font vraiment à toutes les strates. Et l'équipe chantier prend tout son sens quand finalement tout le monde est concerné par un projet. Et nous, nos résultats sont l'avoir mis en place sur un équipement public, sur du logement et sur du bureau. Et je pense que la plus belle, finalement, démonstration de l'efficacité du Lean, ça a pu être de livrer 131 logements 3 mois à l'avance. Donc ça a été quand même, pour les acquéreurs, quelque chose d'extrêmement positif. Et puis même, pour nous, voilà, tout ce que ça peut finalement ressortir de positif pour nous également, parce que ça infuse après, même avec d'autres entreprises et sur d'autres chantiers. Merci. Donc Christophe Homo, vous avez travaillé ensemble avec l'aménagement 77, mais vous n'avez pas attendu d'exigences contractuelles pour mettre en place une démarche Lean. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Effectivement, on avait une direction de l'innovation qui travaillait beaucoup sur le Lean, mais c'est en travaillant avec Aménagement 77 sur un lycée qu'on a réellement rentré le sujet sur nos chantiers. Et on a développé ensuite cette méthode de gestion du planning avec nos équipes, avec nos sous-traitants. Nous, on est une entreprise générale qui faisons des chantiers en EG et en MGP. Et on s'aperçoit que nos équipes, c'est la grande réussite des opérations, se sont complètement appropriées le sujet. Bien sûr, au début, ils ont dit oui, c'est encore un nouveau sujet d'innovation, d'ingénierie, on va perdre du temps, ça va être compliqué. Et puis en fait, finalement, ils se sont pris au jeu. Ils ont réalisé vraiment les effets positifs du sujet. Et donc, on le développe maintenant de manière volontaire sur toutes nos opérations. Et donc, on a fait un lycée avec Aménagement 77 en 11 mois, 16 classes. Et là, on est en train de faire un groupe scolaire de 21 classes en MGP en 14 mois de réalisation de travaux. Et c'est en grande partie grâce au Lean, notamment en évitant le gaspillage à la fois sur le terrain, à la fois sur la coordination entre les lots et à la fois sur la prise de décision, le choix et les commandes
Pour l'instant, on n'en a pas parlé sur ce colloque, mais nous, on a intégré dans le chemin de fer du Lean une partie basse qui comprend les décisions et les actes de commande de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage des entreprises. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, la planification collective, ça a été quand même un sujet particulier sur lequel vous avez orienté tous vos efforts, ou il y a d'autres outils du Lean que vous utilisez aussi ? Alors non, c'est vraiment cette méthode-là qui a orienté tous nos efforts. Sur la partie conception-réalisation, on a appliqué là, dernièrement sur un projet dans la phase conception la méthode Lean, la méthode LPS de planification, et on s'aperçoit des mêmes résultats, c'est-à-dire que on évite le gaspillage de temps, d'énergie, de recherche, parce qu'on arrive clairement et simplement, comme le disait Philippe Banquet tout à l'heure, avec des choses simples, lisibles pour tout le monde, d'enchaîner des tâches et de voir pourquoi Pierre doit faire quelque chose lundi pour que Marie fasse quelque chose mardi et que mercredi on puisse faire la synthèse. D'accord, merci. Donc on a vu les effets positifs énoncés par Nina Bergerie. Du côté de Monsieur Giovannetti, est-ce que vous avez ressenti ces mêmes effets, ou en tout cas quels ont été pour vous les enjeux de l'opération sur lesquels l'entreprise BMG a initié une démarche Lean ? Oui, bonjour. Les constats se rejoignent. Nous, on était sur un projet de réhabilitation d'un immeuble de 110 logements à Saint-Cloud en site occupé. Donc ça, c'était une première grosse contrainte, oui. C'est avec des locataires au milieu du chantier. C'est un immeuble en structure béton. Hein, on a des dalles, des refends, et il y a des grandes ouvertures sur les façades avec des immenses baies vitrées. Et donc ça, c'était l'enjeu technique. Autant l'organisation, c'était le site occupé, autant le technique, c'était la taille des ouvrants. C'est un chantier qu'on a lancé donc, du coup, en appel d'offres en corps d'état séparé. On avait 6 entreprises qui faisaient une coactivité sur le chantier. Donc il y avait notamment l'entreprise BMG qui était du coup attributaire du lot menuiserie, qui a dû se coordonner avec le ravaleur parce que vous avez mis en commun les échafaudages. Donc un fort sujet d'organisation de chantier en fait. Voilà pour le contexte général. Donc ça, c'est les enjeux de l'opération et on les avait bien identifiés. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'avait pas du tout mis dans l'appel d'offres, c'est le Lean. On n'avait pas du tout lancé l'appel d'offres avec une dimension Lean. Et c'est là où BMG intervient. Alors, vu ces enjeux, Xavier Menuet, quelle a été votre démarche et qu'avez-vous mis en place pour faire face ? Bonjour à tous. Alors déjà, on a mis une démarche qui nous a permis de réaliser 57% de productivité. C'est une démarche BMG, c'est-à-dire qu'effectivement, on était encore d'état séparés avec des interactions avec d'autres entreprises. Malgré tout, on a pensé qu'on pouvait mettre en place le Lean sur notre corps d'état. Parce qu'il y avait, d'abord, on pouvait industrialiser, il y avait un temps de chantier suffisamment long, on pouvait industrialiser, prendre le temps de l'observation. Et puis, il y avait les interactions étaient absorbables. On pouvait les intégrer dans le process. Ensuite, parce que le Lean dans l'entreprise, ça fait déjà maintenant 1 an et demi, 2 ans qu'on a commencé à en faire. Donc, l'entreprise est prête aujourd'hui. On n'est plus à l'origine de dysfonctionnements sur le chantier. Donc, le chantier aujourd'hui ne subit plus les dysfonctionnements amont. Et donc, la démarche a consisté en fait à observer de façon sur le terrain, la façon dont les collaborateurs travaillaient, les compagnons travaillaient, et d'observer, d'identifier les gaspillages, de partager avec eux, de faire un effet miroir et de trouver avec eux les solutions qui permettaient de les éviter. Et on a travaillé sur 4 axes essentiels, donc la planification, la communication visuelle, la logistique et puis l'équilibrage des postes. Alors, planification, on a juste mis en place une planification visuelle, ordonnancée, séquencée, partagée, qui permettait de bien identifier, anticiper les besoins en produits, en plans, les interactions avec les autres corps d'État. La communication visuelle, c'était les rendez-vous pris chez les locataires sur un planning avec des post-it qui permettaient à l'OPC, aux maîtrises d'œuvre, à nos compagnons d'avoir une vision de ce qu'il allait à faire dans les 10 jours, mais aussi surtout aux gardiens de pouvoir communiquer aux locataires de ce qui allait arriver. Et on avait même laissé la possibilité aux gardiens de changer lui-même les rendez-vous, donc de décaler des rendez-vous, d'en intégrer de nouveaux. Donc du coup, ça a considérablement fluidifié la relation et le fonctionnement avec le gardien. En termes logistiques, on a travaillé sur la partie amont. En fournisseur nous livrait des produits avec une palette, une typologie de menuiserie. Il fallait constituer, aller chercher chaque produit dans chaque palette pour un logement. C'était compliqué. Ce fournisseur ne savait pas nous livrer par logement.
Donc on a du coup à la fois travaillé en amont avec, déjà à réception, tout de suite on constituait les logements pour plus être perturbés pendant les opérations. On avait fait le premier bâtiment comme ça. Les autres bâtiments, on a approvisionné de façon à limiter au maximum ces interactions à la réception. Et puis on a travaillé aussi sur toute la partie approvisionnement horizontal, vertical. Alors, vertical, c'est des grosses menuiseries lourdes. On avait une fois un échafaudage, une fois c'était une nacelle, une fois on n'avait rien. Donc il a fallu itérer. Et c'est la troisième solution qui était la plus sécure pour nos salariés d'ailleurs qu'on a choisi, qu'on a pu enfin trouver une solution efficace. Et puis en termes d'équilibrage de postes, bon, voilà, on avait 2 équipes qui travaillaient de façon séparée avec la manutention, chacune faisait sa manutention. Et en fait, on a, avec les poseurs qui étaient ceux qui maîtrisaient, qui étaient les plus qualifiés, qui faisaient aussi de la logistique. Enfin bon. Donc en fait, on a réorganisé les opérations de façon à ce que les poseurs soient là où ils ont plus de valeur ajoutée. On avait 2 équipes, une équipe de manutentionnaires qui approvisionnait pour les 2 équipes. On ordonnançait la veille au soir, on préparait, en fin de journée, on préparait la journée du lendemain, si bien que dès qu'on arrivait sur site, on pouvait démarrer. Enfin voilà, donc tous ces sujets-là nous ont permis de considérablement améliorer la productivité, nous ont permis de respecter un délai, pour autant qu'on avait démarré avec 15 jours de retard, parce qu'on a subi un affaissement de la chaussée au moment où on devait démarrer, donc on a pu rattraper malgré tout ce retard. Et donc, avec tous les opérateurs, toutes les personnes qui étaient présentes sur le chantier, qui ont exprimé un fort niveau de satisfaction, puisqu'un délai maîtrisé, et des équipes plutôt heureuses. Et des équipes qui ont été source de propositions également ou bah oui, carrément. De toute façon, on a observé, fait discuter avec elles, et c'est avec les équipes que les solutions se trouvaient. Et c'est souvent les équipes qui trouvaient les meilleures solutions. En mettant en place, d'ailleurs, des solutions qu'elles avaient auparavant testé et qu'elle considère qu'il ne fonctionnait pas. Et bon, après, ok, pourquoi ça ne fonctionnait pas? On va faire autrement, peut-être ça peut fonctionner. Et au final, des équipes qui nous ont dit c'est le meilleur chantier qu'on ait jamais fait. Des équipes qui font ça depuis 10-15 ans. Alors justement, on va demander qu'en pense M. Giovannetti en tant que représentant de la maîtrise d'ouvrage. Est-ce que vous en êtes content? Oui, alors le chantier n'est pas terminé, mais, mais on livre début juillet. La satisfaction, elle se porte sur 2 postes. Déjà, avant le chantier, il y a eu la phase d'appel d'offres, où en fait, du coup, on a pu avoir un appel d'offres qui est fructueux, avec une offre de qualité et qui était, qui était compétitive. L'entreprise a pu se placer parmi ses concurrents grâce, je pense, à l'anticipation de cette organisation-là. Et donc, comme on juge sur les 2, vous avez gagné beaucoup de points là-dessus et vous avez pu remporter l'appel d'offres là-dessus. Et quand on a basculé en chantier, effectivement, là, les retours, parce que vous êtes passé dans tous les logements, les retours sont très bons des locataires. Ils soulignent finalement en fait, ils sont satisfaits de manière générale, à la fois sur la qualité de l'intervention, sur la qualité de la relation avec l'entreprise, ce qui, encore une fois, en site occupé, c'est vraiment hyper important. Et cette qualité, finalement, elle donne aussi une bonne image du chantier, une bonne image du bailleur vis-à-vis de ses locataires. Et donc ça, c'est juste du gain aussi pour le maître d'ouvrage, finalement. Tous les patrons d'entreprise parlaient de la satisfaction, et vous l'avez fait aussi, des équipes, des salariés de l'entreprise. Mais en fait, cette satisfaction, elle s'est même déployée chez nous, puisque le gardien, qui a pu vraiment, pour le coup, était vraiment très impliqué dans le chantier, il a pu prendre part au chantier de manière complètement autonome. Vous lui avez donné les clés du camion, et en fait, il a vachement apprécié, parce que lui, il s'est pas retrouvé entre le marteau et l'enclume, entre des locataires qui communiquent et l'entreprise qui ne donne pas de date, en fait. Voilà, donc en fait ça a été super fluide de notre côté. Les objectifs financiers du chantier sont respectés, les objectifs de délai aussi. Voilà, donc en fait toutes les cases sont ouvertes. Pour nous, c'était un peu une des premières expériences, en tout cas de manière aussi poussée sur un corps d'état bien spécifique. Et je pense que ça va nous questionner sur la manière de faire nos chantiers en site occupé, où finalement le nombre de rendez-vous dans les logements, c'est le nerf de la guerre. Alors, je vous propose juste en Je compléterai juste peut-être pour finir, si vous permettez. Oui. Moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est que, en fait, déjà, ça démontre que on peut faire du lean sur un chantier en étant encore d'état séparé, démarche entreprise, même si toutes les entreprises ne sont pas dans le lean, parce que quelque part, ça les amène un peu à venir dans la démarche, parce que ça les contraint. Je veux dire, quelque part, à partir du moment où ils ont une entreprise qui est super bien organisée,
ils sont plus observés et il faut rentrer un peu dans l'organisation. Donc finalement, on n'a pas été trop perturbé par les autres entreprises. Ça améliore la qualité de travail, enfin, l'environnement de travail des collaborateurs, clairement. Ça améliore la sécurité. Et on a une meilleure maîtrise du délai. Et puis, enfin, ce qui était juste étonnant, parce que moi j'ai participé un peu aux phases d'observation, le premier jour, une équipe aguerrie qui est habituée à travailler, donc qui maîtrisait très bien son sujet, c'était speed, parce qu'ils avaient le délai en tête, ils disaient on ne va jamais y arriver, donc c'était speed. Ils bossaient vite, bien, mais c'était speed. Ils ont fait ils faisaient plus de 2 fois plus de menuiserie dans le même temps, et en fait, 3 semaines après, on a l'impression qu'ils bossaient moins. Donc c'était juste une qualité de travail qui était assez impressionnante. Eh bien, merci. Vous avez dit le mot de la fin de cette table ronde. Je vous remercie, messieurs et madame, pour votre témoignage. On est sur le chantier de la résidence La Closerie, qui est un bâtiment collectif de 17 logements. Alors sur ce chantier, on a eu la chance, dans le cadre du partenariat avec la Fédération française du bâtiment 49, d'avoir le support d'un lean manager. Donc ce lean manager nous a accompagnés, nous, maîtrises d'ouvrage, dans la mise en place de tous les outils donc, liés au lean construction. Donc ça va être aussi bien le planning chemin de fer que le planning collaboratif, le pic dynamique, le dimensionnement de la base vie et les installations collectives du chantier. Une fois que le chantier a été lancé via l'ordre de service des entreprises, on a fait des ateliers Lean sur la planification collaborative et le respect des engagements de chacun liés à la qualité. Aujourd'hui, toutes les entreprises voient l'intérêt à la méthode Lean Construction et ça fonctionne plutôt bien. C'est une bonne façon d'approcher et d'organiser des chantiers aujourd'hui. Nous, on est arrivé suivant l'ordre du planning, puisque le planning a été fait avec les autres corps d'État. L'avantage, c'est qu'on a pu intervenir vraiment quand toute la maçonnerie était terminée. La date qui a été fixée pour intervenir, elle a été respectée. Les poseurs ont pu faire leur approvisionnement par niveau sans perte de temps en une seule fois. Ils ont bien travaillé en sécurité et en rapidité et en production. Ils sont plutôt très contents d'avoir réalisé ce chantier-là en pause. Le Lean nous renoue avec le chargé d'affaires et nous permet d'organiser mieux les passages de travail. Chaque entreprise a ses semaines bien définies et du coup, c'est beaucoup plus fluide. Toute nouvelle entreprise qui ne connaît pas le Lean, je leur conseille de s'y intéresser. C'est beaucoup d'investissement de départ, mais on se rend compte que sur chantier, on est plus productif et mieux organisé. L'intérêt qu'on voyait dans la démarche Lean Construction, c'est de remettre de l'autoresponsabilisation des entreprises pour avoir une communication plus apaisée et retrouver une dynamique d'équipe entre maître d'œuvre, entreprise et maîtrise d'ouvrage. Eh bien, nous allons aborder la deuxième facette du Lean sur les chantiers, et notamment avec des démarches partenariales entre maîtrise d'ouvrage et entreprise, ce qui implique en fait des ambitions communes autour d'une démarche Lean Construction. Nous accueillons pour cette partie donc Julien Bertia, secrétaire général de la Fédération Maine-et-Loire, Zuber Habiballa, qui est directeur du pôle développement de Valoir Habitat, accompagné de Erwan Croix-Marie, dirigeant de l'entreprise éponyme, comme nous venons de le voir dans la vidéo, et président de la Fédération départementale du BTP du Loiret, Gilles Darmon, directeur du pôle développement de Gironde Habitat. Donc Julien Bertia, je vais commencer par vous. Vous avez initié un partenariat avec Angers Loire Habitat. Comment avez-vous pu le concrétiser et comment avez-vous pu en fait monter ce partenariat et qu'est-ce que ça a impliqué au niveau des engagements? Bonjour à toutes et à tous. Ah, il faut appuyer. Bonjour à toutes et à tous. Donc vous avez vu le film, maintenant je vais vous faire le scénario. On va revenir un petit peu en arrière, la genèse en 2017. Donc moi je suis arrivé en 2017 sur le Maine-et-Loire avec une nouvelle équipe d'élus et dans nos priorités c'était de travailler en mode constructif avec la filière construction et les maîtres d'ouvrage. Donc dès le départ on a eu des réunions avec notre groupe de travail marché, on a travaillé tout ce qui était critères, prix, évaluation, mémoire technique, offre à normalement boss. Et à un moment donné on s'est dit, la maîtrise d'ouvrage nous a dit ouvertement, les gars, si vous voulez continuer, qu'on lance des appels d'offres en corps d'état séparés, montrez-nous que vous êtes en capacité de travailler en collectivité, de respecter les délais et les engagements.
Donc, à partir de là, on a été mis devant le fait accompli. Et donc, avec l'ancienne AMR régionale, nous a présenté la démarche Lean autour de notre groupe de travail. On a dit, ça, c'est exactement ce qu'il faut que l'on propose à la maîtrise d'ouvrage. On a été voir notre partenaire principal, qui était Angelo Habitat, le bailleur social avec qui on travaille de manière commune, mais on travaille avec tous. Il nous a dit, Banco, on est prêt, on vous suit sur le projet, proposez-nous une chose. Donc moi, très concrètement, le postulat de départ, c'est on travaille conjointement sur une opération expérimentale Lean. Angelo Habitat nous propose de le faire sur un chantier qu'il a l'habitude de faire, un chantier donc de 14 logements. Le process, il a été simple. Moi, je suis allé voir la DETS. On l'a dit tout à l'heure, c'était une source de financement aussi et d'impulsion de la DETS et de Constructis. Très concrètement, le Lean, nous, on a contracté, la Fédération du bâtiment a contracté avec le Lean, et moi, je me suis fait financer 50% de sa prestation. La contrepartie, c'est qu'il intervienne de A à Z sur le chantier, c'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un chantier où le Lean a été contractualisé dès le départ dans les pièces marchées. Donc, il y a eu un travail avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, et avec un pari que l'on a fait, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et entreprise, de ne pas avoir d'OPC sur le chantier, pour prouver que par le biais d'une démarche Lean, par le biais d'une responsabilisation, par le biais d'une montée en compétences et en responsabilité de tous les acteurs, eh bien, on pouvait le faire. Et force est de constater que ça a fonctionné. Donc, très concrètement, donc, le Lean Manager Thibault Lantier du groupe Lean-Nom a intégré donc, la maîtrise d'ouvrage. Ils ont travaillé les pièces marchées. Il y a eu une présentation donc, déjà du projet et de l'appel d'offres aux entreprises. Ensuite, celles qui ont été sélectionnées avec, évidemment, la particularité Lean, on a accompagné les entreprises pour pouvoir répondre à cette démarche Lean, qui était un petit peu nouvelle. Et ensuite, très concrètement, on a eu une pré-présentation du comment ça allait se dérouler. S'en est suivi à peu près une douzaine d'ateliers pré-réunion de chantier qui ont été vécus. Alors moi, je suis intervenu de manière décousue et j'ai vu l'évolution entre la première réunion de chantier, enfin la première réunion Lean, pré-réunion de chantier, et la dernière. Et la pré-réunion était assez édifiante, c'est-à-dire toute chose nouvelle est vécue comme une contrainte. Et donc je me suis dit, ça va être compliqué de pouvoir embarquer les personnes. Et au final, on voyait que ça allait forcément matcher, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a de l'instrumentalisation du bon sens et aussi du respect de chacun et de la communication, ce qui manque un petit peu sur les chantiers. Donc en l'obligeant, en le forçant, eh bien, on restaure, je pense, ce qui existait il y a 30 ou 40 années, dès l'instant que les facteurs temps et les facteurs prix n'étaient pas aussi pressants, j'ai envie de dire. Donc une douzaine d'ateliers, on l'a vu, hein, le film, je ne vais pas revenir sur un petit peu les points chauds. Les particularités de ce chantier, c'est non pas en site occupé parce que c'était du neuf, mais un chantier en centre-ville avec des contraintes de circulation et d'approvisionnement qui étaient très importantes et qui ont été gérées et qui ont été reconnues comme gérées de main de maître par l'ensemble des entreprises, parce que c'est une vraie appréhension de leur part. Un autre point fort également, ça a été la gestion des déchets. C'est une autre expérimentation sur ce chantier. La maîtrise d'ouvrage est passée en lot 0. Et donc, ça a été reconnu bénéfique par toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problématiques que l'on peut connaître, notamment pour la gestion des déchets par le biais du compte pro rata, que je pense que ça parle à toutes et tous. Et au final, lorsqu'on voit, parce que la contrepartie pour la DETS pour se faire financer, c'est qu'il fallait un suivi du chantier avec un bilan et un retour d'expérience livrable que vous pourrez mettre peut-être à disposition. Enfin, je ne sais pas comment ça marchera. Et au final, lorsqu'on voit les retours d'expérience se croiser des entreprises et de la maîtrise d'ouvrage, on a entre 80 et 90% d'avis positifs et prêtes à refaire l'expérimentation. La résultante, c'est que les entreprises témoignent. Pour certaines, elles découvraient le process. Là, on va essayer d'enquiller sur le Lean aussi en entreprise, qui existe, mais qui peut être aussi processé par le biais aussi de la Fédé. Et on a un maître d'ouvrage, Angelo Habitat, qui se dit prêt à qui va dupliquer l'expérience sur désormais tous ces chantiers. Donc, et je pense que c'est un message que l'on va refaire passer avec notre observatoire maintenant de l'habitat sur le Maine-et-Loire pour essayer de faire monter en compétences
monter en responsabilité et puis arriver à travailler ensemble de manière commune et constructive et sans perdre d'argent surtout. Sachant que les contraintes de la dette, c'était bien évidemment que la sécurité et la prévention sur les chantiers soient traitées au plus haut point. C'est une condition. Et sur ce point-là, on a eu forcément zéro problématique. Et l'OPBTP qui est également intervenu aussi lors des réunions, des pré-réunions de chantier. Donc voilà. Mon témoignage. Donc on voit des effets bénéfiques qui nécessitent quand même des investissements en temps, en organisation. Justement, Zouhair Habiballa, vous expérimentez un marché là, de construction de maisons individuelles en ligne construction en collaboration avec la Fédération BTP du Loiret. Le projet concerne la construction, donc ça on l'a vu. Et pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé justement pour mettre en place cette expérimentation? Est-ce que c'est les échos des autres marchés? Bonjour à tous et à tous. Merci pour cette invitation. Et, en effet, le Lean Construction, on l'avait déjà expérimenté quelque part grâce à une entreprise générale, mais on était un peu frustrés parce qu'on n'était pas mis... prise à partie dans la démarche Lean, puisqu'on était en conception-réalisation. Donc c'était un peu indolore pour nous, mais on a vu les effets in fine sur le chantier, puisqu'on a quand même reçu, grâce à cette démarche, un prix sur la qualité de vie de chantier in fine sur un dossier à Orléans. Et effectivement, je remercie Erwan Croix-Marie, parce que le Lean Construction et le fait qu'on s'y engage, c'est une démarche volontaire de la FFB du Loiret, qui nous a sollicité, à l'instar de la FFB Maine-et-Loire avec le bailleur en question, pour leur dire est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner sur une démarche Lean en corps d'État séparés. Et donc, comme en tant que bailleur social, on a quand même une vertu, c'est de pouvoir avoir un rôle social et à la fois sur loger les gens et accompagner les entreprises dans leur dimension de professionnalisation, on va dire, ou de montée en compétences. On s'est dit là, encore une bonne occasion pour nous de relever un défi et de se dire, tiens, ça va concourir au fait que les entreprises puissent monter en compétences. Ça a été dit ici ou là, c'est vraiment une des vertus du Lean. Et c'est pour ça qu'on s'est embarqué dans cette expérience. Et on a voulu faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire que plutôt que d'aller sur un projet très compliqué, on s'est dit, tiens, pour la première fois, on va faire simplement 12 maisons, mais 12 maisons identiques. Comme ça, on va pouvoir mettre de côté tous les aléas que peut être sur un collectif ou d'être en centre-ville. Là, on est sur une zone, un petit lotissement, on a 12 maisons à faire, assez simple, et on voudrait aller un peu jusqu'au boutiste dans cette démarche, puisque corps d'État séparé, j'ai entendu tout à l'heure Lean Construction en phase conception, on voudrait, nous, aussi aller un peu plus loin en disant dialogue compétitif, en amenant les entreprises. Dès la phase amont, on s'arrête juste à peu près au niveau du permis, on embarque les entreprises avec nous en phase amont. Donc c'est un peu le défi, les promesses du Lean pour nous, puisque quand on a entendu Lean la première fois, je rejoins M. Banquet tout à l'heure quand il parlait de la comparaison avec la voiture. On a souvent ce comparatif en disant je ne comprends pas, j'ai acheté un logement, il n'est pas aussi propre qu'une voiture. Quand je claque la porte, vous avez toujours le petit son de la voiture, il voudrait le même quand on claque la porte d'entrée du logement. Donc, ravi d'accompagner la FFB 45 sur cette expérimentation, et nous, on est toujours partants chez Valor Habitat pour de nouveaux défis. Il me semble que vous voyez un côté humain à cette démarche. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus là? Oui, en fait, on a chez Action Logement, puisqu'on fait Valor Habitat fait partie d'Action Logement, il y a des expérimentations qui sont menées sur le fait de rendre la construction industrielle, de déporter la construction, de le faire en entrepôt et de l'amener sur site. D'où on vient, nous, dans le Loiret, dans l'Indre-et-Loire ou en région centre plus particulièrement, on n'a pas tout le temps l'occasion de soit de travailler en entreprise générale ou soit d'industrialiser tous les process. Ça revient quand même cher. Et là, l'idée, c'est le Lean Construction, c'est un peu le côté, souvent je le dis, c'est le côté un peu romantique de l'immobilier. C'est-à-dire les échanges, les sourires. J'ai bien aimé votre expression sur le smile, les sourires, les échanges, le petit café du matin. Et donc, c'est ce côté humain de se dire, on participe à ce que les compagnons montent en compétences sur tel et tel métier.
on aimerait, nous on rêverait d'avoir un lot équipement où voilà, il y a on va dire une task force qui arrive sur le chantier, qui monte tous les petits équipements qui perdent un peu de temps. Voilà, je monte mon longiliveur de prise, je resserre un boulon, je monte un robinet, mais on est encore en train de travailler dessus avec la FFB 45 pour savoir comment on peut adapter ce chantier. Voilà. Merci. Erwan Croix-Marie, quelles sont les ambitions justement portées par ce partenariat et les attentes de cette expérimentation de votre côté ? Bon, alors tout d'abord, je ne veux pas tomber dans le piège des remerciements, mais il faut quand même remercier le maître d'ouvrage qui accepte de porter un projet en ligne. Je te remercie pour nous accompagner sur ce projet. Et on l'a bien senti déjà dans les échanges. À la base, il faut un maître d'ouvrage qui ait aussi cette envie. Sinon, entre nous, on peut faire du lean dans nos entreprises. Ça sera compliqué à faire sur le chantier s'il n'y a pas une volonté de la maîtrise d'ouvrage au départ. Et dans nos ambitions, ça a été évoqué dès Olivier d'ailleurs en introduction, il y a vraiment cette volonté de mettre en avant le côté collectif. Il a été beaucoup évoqué tout à l'heure. Et ce côté collectif, il est dès l'amont. Donc, tu viens de le dire, dès l'amont, on travaille ensemble sur le projet. Et finalement, ça paraît assez évident ce qu'on dit, sauf que la réalité des chantiers qu'on connaît souvent, c'est quoi ? C'est un maître d'ouvrage qui donne un projet à un maître d'œuvre, qui donne un budget un petit peu serré pour que ça rentre. Les entreprises, elles répondent, on traite, et puis on traite, on est tous des budgets très très serrés, et puis tout le monde se bat un peu dans son coin pour sortir le projet comme il veut. Et moralité, cette notion de collectif, on a beaucoup de mal à le retrouver sur le chantier. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de marge, globalement. Sur un chantier, il y a très peu de marge. À partager, c'est encore plus compliqué. Et moralité, tout le monde essaye d'en garder un peu, puis on va se mettre en cause, nous, entreprises du bâtiment en particulier, on est parfois capable, entre nous, au lieu de se rendre service, d'essayer de gratter un petit peu sur le copain en se disant « je vais refaire un peu de marge ». C'est la réalité, malheureusement, du terrain qu'on retrouve souvent. Et donc, jouer collectif et faire comprendre, et ça a été beaucoup évoqué aussi depuis ce matin, enfin depuis cet après-midi, que jouer collectif, c'est aussi faire des économies, c'est-à-dire arriver à faire comprendre que l'on peut, qu'en faisant du lean, en faisant du lean, on va optimiser la copie et on va l'optimiser financièrement et ça va être bon pour tout le monde, ça nous paraît primordial. Et c'est pour ça que vous me posez la question sur les ambitions. L'ambition, c'est de faire un exemple. J'ai pris pas mal de notes tout à l'heure, parce que l'avantage, c'est que vous avez fait du lean, nous, on lance le projet. Donc c'est bien, il y a déjà plein de bonnes idées qu'on a pu prendre. Et nous, c'est de faire un exemple, donc de communiquer. On prend un petit risque, parce qu'on lance le projet, volontairement, on va communiquer dessus. On veut en faire un exemple pour les entreprises, mais aussi pour la communauté de la construction sur la place d'Orléans, parce que là, on est sur ce lieu géographique, pour dire, regardez, on a fait quelque chose, c'est intéressant en termes de résultats, c'est rentable pour tous les acteurs, et donc on met un focus. Quand je parle de focus, c'est focus média. Vraiment, on va inviter les médias à venir nous voir. Moralité, l'ambition, c'est de ne pas se planter, parce qu'on y va. Merci. Gilles Darmon, justement, vous avez un retour d'expérience sur le déploiement du Lean Construction sur les projets de Gironde Habitat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à ce retour d'expérience ? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation à témoigner cet après-midi. Je suis ravi d'être parmi vous. Je représente la maîtrise d'ouvrage à Gironde Habitat. Juste quelques mots pour nous situer dans la planète. On produit à peu près 500 logements par an sur le territoire girondin. Nos tailles moyennes d'opération, c'est 20 logements. Parce qu'on est sur tous les territoires girondins. On a loti 99% de nos marchés, donc très peu de recours à l'entreprise générale, au MGP, à la conception-réalisation, même si on a quelques opérations qui sortent sous ce format-là. Et donc, comment on est arrivé au Lean ? C'est une volonté accélérée depuis 2014 à peu près de trouver, à notre niveau, en tant que maître d'ouvrage, quelle ligne, quel curseur pouvoir bouger pour faire évoluer les pratiques sur les opérations, parce que une moyenne de 3 mois et demi de retard par opération, jusqu'à 10 réclamations en GPA après la livraison. Donc en fait un triptyque coût, qualité, délai qui est pas celui qu'on attend. Et donc en 2014, on initie un certain nombre de démarches. Alors on se teste, on allotit de manière différente, et puis on met petit à petit en place une conciergerie de chantier.
en se disant, parler du compte prorata, le compte prorata c'est un fourre-tout, alors que le compte prorata, normalement, on n'y trouve que ce qui n'y est pas prévu, ce qui n'y est pas décrit. Donc, on essaie, en écoutant les différents partenaires, de voir comment, à notre niveau, on peut faire bouger les lignes. Grâce à ces démarches, on a la CARSAT qui nous accompagne, l'OPP-BTP qui nous propose un partenariat pour aller un cran plus loin en mutualisant les moyens de levage. Et à cette même époque, en 2018, Jérôme Coad me contacte en me disant écoutez, visiblement, vous avez envie de tester de nouvelles méthodes. On déploie sur le territoire une expérimentation en ligne. On doit en déployer un sur la Gironde. Donc, est-ce que vous êtes OK pour partir ? Le cahier des charges, c'est une opération prête à lancer, une petite taille, entre 20 et 30 logements, de manière allotie pour qu'on puisse se tester et déployer la méthode. Et donc, en 2018, on part ensemble sur une opération de 23 logements avec 13 corps d'État, dont ce fameux lot gestion de chantier qu'on a apporté, puisque sur les 11 ou 12 expérimentations nationales, c'était le seul où on a apporté cette partie de lot gestion de chantier. Donc c'était intéressant pour nous, maîtres d'ouvrage, de voir si cet investissement il était pertinent ou pas. Et le résultat, il a été au-delà de toutes nos espérances, puisque vous vous en souvenez peut-être, mais on avait 14 mois de délai de chantier. On devait livrer le chantier au mois d'avril. Et en fait, le 17 mars 2020, on a tous été confinés. Donc en fait, au lieu de le livrer au mois d'avril, on l'a livré au mois de juin, mais dans le délai contractuel. C'est-à-dire qu'en traversant cette première épreuve de confinement qui était quand même pas simple en termes d'organisation, on est resté dans les délais du chantier. Je vais vous donner quelques chiffres, puisque je pense qu'il y a des entreprises présentes que ça peut intéresser, mais le maçon qui intervenait sur cette opération, qui est une entreprise très bien organisée, a fait 7% de marge bénéficiaire supplémentaire. Donc quand j'entends dire qu'il n'y a pas de marge sur les chantiers, en fait, moi je considère qu'il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de temps de perdu, beaucoup d'aléas qu'on pourrait gérer de manière différente. L'électricien présent sur l'opération, qui avait déployé au sein de son entreprise une démarche Lean depuis une dizaine d'années, c'était le premier chantier sur lequel il pouvait expérimenter le Lean. Donc il était ravi. Il a fait une économie de 16% de ses heures. Donc je ne sais pas si ça vous permet ou si ça fait écho, mais en fait c'est absolument considérable sur une taille d'opération aussi restreinte, hein, c'est 23 logements. Donc en fait, pour nous, tous les voyants étaient au vert. Mon conducteur d'opération qui suivait le chantier m'a dit moi, je ne veux plus jamais travailler autrement. Pour ceux qui ont déjà pratiqué le Lean, on doit mettre en place des indicateurs pour mesurer la performance. C'est un des outils. L'indicateur premier que mon conducteur d'opération a posé à Delta Partner qui nous accompagnait sur l'opération, c'est de dire moi je veux mesurer, en tout cas mon indicateur ça sera la sérénité. Alors intervenant, la sérénité, comment on peut mesurer la sérénité? Il dit moi c'est très simple, en tant que maître d'ouvrage, je dois confirmer la date de livraison au client. Et là j'ai 23 camions de déménagement qui vont arriver. Donc moi la sérénité, c'est la certitude de pouvoir mettre en service avec les concessionnaires les fluides, les réseaux, que tout soit en service au délai prévu, qu'il n'y ait pas de recalage et qu'on puisse livrer l'opération en ayant anticipé ces phases-là. Et donc, on a mis en indicateur le raccordement de la résidence avec les services concessionnaires et on a travaillé 6 mois avant la livraison sur la préparation et l'intervention des services concessionnaires. Donc, c'est pour vous donner un exemple là aussi concret. Très bien. Et de vos retours d'expérience, parce qu'il y en a eu plusieurs, quelles ont été les évolutions dans les exigences ou les spécifications, on devrait dire plutôt, du Lean vis-à-vis des entreprises sollicitées sur les marchés? Alors, sur l'exemple de Martignas, on avait, avec la FFB et Delta Partner, on avait intégré dans le règlement de consultation la spécificité Lean, c'est-à-dire que les entreprises devaient s'engager dans la démarche. La fédération avait validé avec nous, et Jérôme avait validé avec nous que les entreprises ne devaient pas forcément être adhérentes, c'était resté quand même très ouvert, pas forcément formées au Lean, mais par contre un engagement de suivre la formation et puis de se tester. Donc toutes les entreprises ont joué le jeu à l'exception d'une,
qui a d'ailleurs mangé les 3 semaines de marge qu'on avait en termes de délai. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, on a vu arriver le camion, c'est-à-dire qu'on a pu anticiper le retard de ce prestataire. Et donc, très naturellement, au fil du chantier, comme il avait affaire à ses pairs, il est rentré dans l'ordre petit à petit. Et donc, en termes de demande ou d'exigence, en fait, les entreprises ont très vite adhéré, ont très vite trouvé de l'intérêt. Les réunions de chantier, en fait, chaque intervenant passait un quart d'heure par semaine en réunion de chantier. Là aussi, je ne sais pas si ça parle, mais voilà, les réunions fleuves de 3-4 heures, c'est du passé. Chaque intervenant passait un quart d'heure en réunion pour, après avoir fait son tour de chantier, avoir assuré qu'il avait tenu ses engagements et qu'il allait tenir les engagements de la semaine suivante et recaler son planning à 4 semaines pour que l'organisation se fasse. Donc en fait, les demandes, ça a été auprès de nous qu'on puisse reproduire l'expérience et la prolonger. D'accord. Et ça fait partie de vos perspectives? Vous en avez d'autres? Alors oui, ça fait partie de nos perspectives, puisque en fait, le retard de chantier à l'échelle de Gironde Habitat, par exemple sur l'exercice 2023, si on parle que de perte de loyer, j'en parlais avec mon voisin en préambule, c'est 1 million d'euros de perte de loyer. Donc avec ça, on peut mettre un petit peu d'énergie et d'argent en termes d'accompagnement, y compris au niveau de la maîtrise d'œuvre. Donc en fait, on a essayé de lancer des opérations test en raccrochant les opérations en cours, en disant nous, on vous finance la part de formation. On parlait aux équipes de maîtrise d'œuvre. On leur disait on vous finance la part de formation. On a été accompagné une première fois par la FFB, financé. Maintenant, à notre tour, on prend toute la partie préparation, accompagnement, et vous prenez en charge la partie suivi de chantier, puisqu'il y avait une mission OPC quand même qui était payée à la maîtrise d'œuvre. Et en fait, on a senti qu'il n'y avait pas d'adhésion forte. En fait, la seule adhésion, le seul intérêt, c'était l'aspect économique, voir si on pouvait. Les équipes en face de nous disaient est-ce que vous ne pouvez pas payer aussi la partie chantier? Donc en fait, on a laissé tomber et donc on a lancé une consultation qui est donc actuellement en cours sur 52 logements, où là, on a, dès la phase de consultation pour désigner l'équipe de maîtrise d'œuvre, intégré la compétence Lean. Donc au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre, il y a la compétence Lean. Et là, on arrive sur la phase consultation d'entreprise, où on va, comme des grands, après avoir bénéficié de l'accompagnement, piloter cette opération en ligne, avec, pareil, un volant de 14 corps d'État, sur un volume d'affaires qui représente à peu près 5,5 millions d'euros. Et on a une autre opération en cours, à côté des bureaux, pas très loin de chez nous, à Bordeaux. C'est une des rares opérations qu'on a lancées en conception-réalisation. Là, c'est 63 logements sur un bâtiment R+9. Et là, on a l'entreprise qui pilote en ligne le chantier. On a de la construction hors site. On a un projet ambitieux avec un score bois à 51%, du plancher CLT, donc de la construction hors site, de la préfabrication, une parcelle très contrainte. Et là, l'opération, la phase chantier, le chantier est en cours, va se livrer en 20 mois. Et vous voyez, on est en train d'en parler. 6 mois avant la livraison, on est en train de parler des sujets liés au concessionnaire, à la mise en service. Alors, je vous propose en un mot, parce qu'on a vu beaucoup d'effets bénéfiques, mais j'ai envie d'entendre peut-être quel a été pour chacun, le plus court possible, quel a été le point le plus difficile finalement pour engager les démarches Lean construction, que ce soit dans le côté partenarial, mobilisation des institutionnels ou maîtrise d'ouvrage. Voilà, si vous pouviez chacun peut-être dire un mot là-dessus. Et puis je passe le relais. Allez-y. Alors moi, de par la taille de ma structure, on est un office public de l'habitat, on est 400 personnes. En fait, le Lean, ça ne concerne pas que les entreprises. En fait, nous, il faut qu'on s'y mette au Lean. Donc, on a commencé un petit peu à se former. Mais moi, ma principale difficulté, c'est de convaincre la direction générale, même si elle est engagée, si elle a envie d'y aller, mais c'est d'investir en formation. Et après, le deuxième aspect, c'est de réussir en fait à mobiliser tous les acteurs et à trouver les bons interlocuteurs pour lancer les opérations afin d'être convaincus qu'il faut y aller ensemble et donc faire évoluer notre posture de maître d'ouvrage. C'est-à-dire partager les vrais délais. C'est-à-dire que quand j'ai 15 mois, je ne dis pas que j'en ai 14. C'est-à-dire la confiance, travailler en confiance.
ça s'installe, ça ne s'instaure pas. Donc en fait, moi, ma principale difficulté sur ces opérations-là, c'est d'installer une relation de confiance avec la maîtrise d'œuvre, avec les entreprises. Très bien, merci. Monsieur Croix-Marie. Je partage complètement ce que tu viens de dire sur l'aspect de la difficulté que l'on aurait pu avoir, c'est si on ne connaissait pas les interlocuteurs. Et finalement, la force que l'on a dans notre réseau, alors bâtiment et fédération, c'est qu'on a deux entités avec lesquelles, deux entités qu'on a beaucoup développées, avec lesquelles on travaille beaucoup, c'est l'Office du bâtiment et le Club Qualité Construction, qui fait qu'on est en permanence en réseau avec les maîtres d'œuvre, en réseau avec les maîtres d'ouvrage, avec Valoir qui est, il faut le reconnaître, pionnier dans beaucoup de domaines, on communique énormément. Et donc ce piège, effectivement, peut-être de partir avec des gens qu'on ne connaît pas et de moralité, des philosophies assez différentes, on se connaît bien. Et donc le Lean, plusieurs fois le terme philosophie a été évoqué, et effectivement, il faut que ça soit partagé pour que ça fonctionne. Et le fait déjà de connaître, ou en tout cas de diffuser sur le territoire une volonté de se connaître, de parler ensemble, une fois de plus d'être ensemble et pas les uns plutôt contre les autres à défendre nos intérêts personnels, je pense que c'est ce qui nous a permis jusqu'à maintenant d'éviter les difficultés, mais une fois de plus, on n'en est qu'au début de l'aventure chez nous. Merci. Monsieur Berthiat. Oui, alors de notre côté, les difficultés auxquelles on a été confrontés sur ce chantier, c'est très concrètement, autant on avait une implication de la maîtrise d'ouvrage qui était parfaite, autant sur le premier tiers-temps, on va dire, du chantier, ce qui était difficile pour 3-4 entreprises, c'était la mobilisation et l'implication des équipes dans cette démarche, et notamment le fait d'avoir une personne qui avait délégation complète du chef d'entreprise, si celui-ci n'était pas présent, pour pouvoir, comprendre cette démarche et l'infuser aussi auprès de ses équipes. Chose qui, on a été obligé de nous féder de hausser le ton et puis voilà, d'appeler aussi aux responsabilités de chacun, ce qui a permis de recadrer les choses et ce qui a permis pour les 2/3 du temps restant à être amélioré. Et un autre constat aussi qui a été partagé aussi avec la maîtrise d'ouvrage, c'est que la maîtrise d'ouvrage de notre côté, elle avait aussi découvert cet aspect Lean. Et au niveau du retour d'expérience, elle a vu que finalement, elle a été dépendante finalement du Lean Manager. Donc aujourd'hui, dans les futures opérations, elle a décidé d'internaliser cette compétence auprès de sa maîtrise d'œuvre pour s'accaparer celle-ci et ne plus être dépendant d'un Lean Manager externe. Merci, Monsieur Zouer. Habiballa. Oui, alors moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Effectivement, ce qui a été le plus difficile, c'est d'expliquer le Lean. Mais plutôt que de dire quel était le plus difficile, en fait, ça s'est vite transformé en un petit jeu. Parce qu'il a fallu défendre avec Erwan et puis Marc, on a défendu ce sujet-là auprès d'une entité chez nous, chez Action Logement, qui est Alinov. Donc c'est une question d'innovation. Et on s'est vu rétorquer, en fait, le Lean, c'est un super OPC, quoi, pour résumer. Donc il a fallu argumenter. Je suis devenu presque un ambassadeur du Lean, qui il y a encore quelques mois, on savait à peine le définir que grossièrement. Donc ça qui est sympa avec le Lean, c'est qu'on est vite picousé et que je rejoins un peu ce qui a été dit au début, c'est que derrière, notre challenge, c'est de convaincre celui qui est à côté. Bon, là, j'ai que des gens convaincus, mais j'irai plus loin, prêcher la bonne parole. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour la richesse de ces retours d'expérience.
Alors, la vidéo que nous venons de voir a posé le décor. Donc, notre prochain intervenant va nous parler du chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris et de Lean Construction. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Quentin Guyon-Carrard, responsable d'activité Lean Management chez CETEC OpenSea. Merci Nadège. Bonjour à toutes et tous. En effet, un petit partage de cette démarche qu'on a mise en place avec toute l'équipe CETEC OpenSea, donc sur ce projet emblématique de Notre-Dame. Pour commencer, je vous propose de revoir un petit peu ces images. Le 15 avril 2019, je pense que peut-être que chacun d'entre vous se souvient de ces images, voire peut-être même du moment où vous étiez quand vous avez aperçu ces images pour la première fois. Je me permets de les rappeler parce que c'est un élément assez important dans toute la démarche et l'aventure qui va suivre. C'est vrai que tout commence avec ces images par une émotion. Je fais des petits signes comme ça pour faire passer les slides à mes collègues là-bas. Les grandes lignes un peu de ce projet, donc la création d'un établissement public du coup chargé de la sécurisation et de rebâtir Notre-Dame de Paris, donc spécifique pour cette opération. Un budget à peu près 850 millions d'euros de travaux. Et on a eu du coup la décomposition de cette grande opération en 9 sous-opérations pour notamment optimiser les délais et la coordination sur le projet. Je fais partie du groupe CETEC, donc qui est un groupe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire indépendant français et qui est composé en plein de filiales. Et nous, on est sur la filiale CETEC OpenSea, donc on retrouve les lettres notamment OPC, anciennement CETEC Planitech BTP, si jamais il y en a qui nous connaissaient sous ce nom. Et donc, en effet, on a eu comme mission de mettre toute la partie OPC sur la sécurisation et la reconstruction de Notre-Dame. Donc, si on vous rappelle un peu les quelques grandes étapes de ce projet, suite à l'incendie, s'enclenche immédiatement la sécurisation pour que l'édifice ne s'effondre pas davantage. Notre mission démarre assez vite avec une équipe de 4-5 personnes mobilisées très rapidement pour aider notre maître d'ouvrage. À peu près 2 ans de sécurisation et vient la deuxième phase de restauration. Le symbole avec la repose du coq et puis la réouverture que vous avez peut-être vu le 8 décembre dernier, réouverture au culte. On a des travaux qui se terminent qui étaient moins prioritaires pour la réouverture au culte. Il y a des parcours de visite, de tourisme, etc. Donc, qui vont se finir sur l'été 2025. Et puis il y aura une troisième phase, celle qui était prévue avant l'incendie, qui va se continuer au-delà de l'été 2025. Pour vous donner un petit peu les grandes étapes de cette parcours Lean, on va dire, de cette aventure, ça commence, je pense, en phase conception, où déjà on a nos experts en planification qui travaillent avec les architectes pendant les études de faisabilité pour se mettre d'accord sur le planning de l'opération, mais aussi toute l'organisation de chantier qu'il faut mettre en place pour que le projet fonctionne dans ce délai un petit peu challengeant de seulement 5 ans pour reconstruire la cathédrale. Donc c'est à ce moment-là, dès le début, où on pense le projet, non pas uniquement à travers des tâches élémentaires sur un planning, mais bien comme des flux à la fois de travaux et de personnes, parce qu'il y a finalement, la cathédrale n'est pas si grande que ça, il n'y a pas énormément de place autour, et donc du coup il fallait penser une organisation globale, voire même à l'échelle du territoire. Sur la phase de reconstruction, de restauration, les grandes étapes, c'est l'accord de notre maître d'ouvrage, justement, pour mettre en place cette démarche Lean. Donc, un appui fort et un soutien qu'on a pu retrouver à plusieurs moments pendant le chantier. De mon côté, de la formation, auprès ne serait-ce que de nos propres équipes, pour être capable de mettre la démarche en place sur chacune des sous-opérations et jusqu'à la fin, et d'incarner cette philosophie. Mais aussi un peu de formation auprès des premiers acteurs qui interviennent pour lancer le mouvement dès le début. La planification collaborative se met en route. Sur la phase plutôt des travaux préparatoires, on a à peu près 8 mois pour décontaminer toute la cathédrale, la nettoyer de fond en comble avant de relancer la reconstruction, on va dire. Et puis un moment clé que je vais vous partager un peu, je pense, c'est l'atelier de planification collaborative qu'on a mis en place sur le DCE3, donc celui de la flèche et des transepts, qui est le chemin critique du planning,
Et je pense qu'a été un moment un peu fort sur cette opération. Donc voilà un peu les quelques grands moments. Et en image, justement, cet atelier de planification géotemporelle, donc aussi appelé planning chemin de fer dans les projets d'infra. Pour donner un peu quelques ordres de grandeur, on avait du coup 9 lots, 14 entreprises présentes dans cet atelier-là. On est en fin de phase de préparation. On a à peu près 25-30 personnes dans la salle. Et l'objectif, du coup, plutôt que de le faire de manière traditionnelle où chaque entreprise envoie son planning à l'OPC et l'OPC se retrouve un petit peu isolé à compiler toutes ces tâches sous un planning et ensuite s'en vient une itération assez longue d'échanges, de renvois, de questions, etc. Là, pour faire beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et embarquer tout le monde dans ce projet de planification, vous comprenez qu'on travaille tous ensemble pour réaliser le planning complet de l'opération. Donc avec ces 30 personnes, on planifie à peu près 2 ans et demi de travaux. C'est le chemin critique de l'opération, donc forcément, il faut être assez précis sur ces engagements. Ce qu'il y a de chouette à ce moment-là, c'est qu'on avait prévu que 3 heures de réunion dans un premier temps, le matin. Et on fait le travail de planification avec tout le monde et on dépasse le délai contractuel de 6 semaines. Forcément, on ne peut pas s'en satisfaire. Et les entreprises, l'après-midi, avaient des réunions plutôt administratives, etc., qui étaient prévues. Elles demandent au maître d'ouvrage si c'est possible de décaler les réunions de l'après-midi pour revenir tous ensemble et trouver des solutions techniques, organisationnelles pour regagner ces 6 semaines et re-rentrer dans le délai contractuel. La maîtrise d'ouvrage a accepté. Toutes les entreprises sont revenues. Et on a en effet trouvé des solutions tous ensemble pour regagner ces 6 semaines. Et on sort du coup de cette journée en 2 fois 3 heures où on est tous d'accord sur le planning détaillé du chemin critique de l'opération de Notre-Dame. Et on s'est validé au client que c'est bon, on peut partir comme ça, quoi. Derrière, vous imaginez que pour la contractualisation, là aussi, c'est un gain de temps énorme parce que on ne fait que retranscrire le fruit d'un travail collaboratif et collectif. Donc, pour la contractualisation, derrière, ça a été aussi un gain de temps pour tout le monde. On a le planning de chacune des sous-opérations. Ça nous donne le cadre, forcément, mais il faut l'animer tous les jours sur le terrain auprès des entreprises. Donc, forcément, le système du dernier planificateur, le Last Planner System, qu'on met en place sur chacune des sous-opérations, une vision très détaillée, 3-4 semaines glissantes, et des jalons plutôt à l'échelle de 8 semaines, 2-3 mois, etc. Des indicateurs forcément pour suivre la fiabilité et la performance des entreprises, le tout corps d'État comme les entreprises individuellement. Et là encore, c'est toute la démarche d'amélioration continue qui se met en place. Ce n'est pas juste un indicateur, une stat, c'est comprendre quels sont les écarts, où sont les causes racines des problèmes rencontrés et comment est-ce qu'on peut être meilleur la semaine prochaine. Donc c'est à travers vraiment toute cette philosophie, cette approche-là, qu'on essaye collectivement de tous être au mieux et de ne pas pénaliser le copain d'à côté. Le principe du juste à temps, là aussi, de la préfabrication et de la construction en site qui s'incarne à travers ces quelques images que j'ai essayé de vous résumer. On était sous un projet en BIM 4D, donc nous dès la phase de conception, là où je vous disais qu'on avait pensé l'organisation de chantier. C'est des choses qu'on avait maquettées, des scénarios qu'on avait travaillés sur toute la préfabrication et les livraisons, notamment par la Seine. Donc voilà, il y a certains éléments un peu clés du projet qui ont été préassemblés. C'est le cas, voilà, vous voyez un peu pour le tabouret, il y a eu le plateau liturgique, il y a eu quelques éléments un peu clés qui ont été préassemblés hors site. Sur l'optimisation constante des stocks et des flux, je vous le disais, c'était un des enjeux. La cathédrale n'est pas grande et je vous montrerai quelques photos après, elle était remplie d'échafaudages. Et autour, on n'avait pas tant de place que ça. Donc on était vraiment, dès la conception et pendant l'exé, nous on avait des phasages de l'ensemble des stocks pour toutes les entreprises pour que chacun puisse régler, anticiper les livraisons. Et après sur place, je grossis un peu les traits, mais l'idée c'était que chaque entreprise livre juste ce dont elle a besoin pour la semaine et qu'on organise toutes les rotations justement pour ne pas saturer le chantier et pénaliser la productivité des entreprises. Et après, nous, forcément, on était sur le terrain avec les logisticiens.
J'ai oublié de mentionner notre partenaire. On avait, pour la phase reconstruction, on était en co-traitance avec un logisticien. On avait une mission OPC Logistique. Donc on a travaillé avec notre partenaire Sika Logistique, avec qui on avait déjà travaillé sur plusieurs opérations. Donc voilà, c'était dans cette compréhension côté maîtrise d'ouvrage qu'on ne pouvait pas raisonner uniquement en tâches travaux, il fallait raisonner en termes de flux, et ça s'est traduit par le périmètre de notre mission. Enfin, une salle Obeya, donc là on est pour toute l'équipe OPC logistique, donc ça représente entre 15 et 20 personnes à peu près, parce qu'on était conscient qu'il y avait énormément de flux d'informations sur ce projet-là, et qu'il y a 9 sous-opérations, des pilotes sur chacune des sous-opérations, et on sait que si on n'a pas la bonne information au bon moment, bah là aussi ça peut générer des impacts sur d'autres interventions, d'autres tâches travaux pour d'autres entreprises. Donc il fallait qu'on soit les plus à jour possible sur les informations du projet. Donc là on avait 1 à 2 points de salle Obeya par semaine avec l'équipe qui durait 30 minutes, sur lesquels on mettait à jour nos indicateurs, nos managements visuels, de l'analyse causale sur les écarts constatés, du plan d'action, et puis de la vision un peu long terme, du tri aussi pour nos maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre sur les points bloquants les plus critiques à résoudre, pour justement essayer de les aider à prioriser. C'est une version un peu courte du coup de ce qu'on a fait. Je peux bien sûr en parler un peu plus longuement après, mais je voulais vous partager aussi quelques photos de l'intérieur de la cathédrale pendant les travaux qui permettent un peu de se rendre compte et puis pour moi à chaque fois de revivre aussi ces moments-là. Donc voilà, on peut les balayer. C'était au début, là on est en phase sécurisation, avec vous voyez un peu toutes les structures échafaudage assez impressionnantes qui ont été déployées. On avait les loges de sculpture directement sur le parvis, là aussi pour éviter des transports inutiles et longues distances des archis vers les sculpteurs un peu partout en France. Donc ça permettait d'avoir la valeur ajoutée au plus près du terrain et puis de s'assurer en termes de qualité qu'il n'y avait pas d'écart et qu'on n'avait pas des reprises à faire après coup. Les voûtes avec le parapluie mis en place sur toute la partie ouverte de la toiture de la cathédrale avant la reconstruction. Les échafaudages, là les photos qui vont suivre, c'est chœur et nef. On se rend compte un peu des volumes et des structures. Là, sur le chœur. Et là, on commence la reconstruction avec. On est à la croisée pour la reconstruction des voûtes. Donc la flèche viendra au-dessus, donc on est sur les voûtes maçonnées. Quelques photos des grues ou depuis la grue, donc, qui ont été déployées sur l'opération. La reconstruction de la charpente, donc charpente de la flèche, des transepts, du chœur et de la nef. Une vue avec un peu de recul et vous voyez toute la coordination à avoir entre les échafaudeurs et les charpentiers, puis les échafaudeurs et les couvreurs pour la redescente de travaux. Petit aperçu d'une partie de l'équipe qui a travaillé sur cette opération, je ne vais pas dire jour et nuit, mais presque, avec énormément d'implications. Donc, certains ont même été décorés dernièrement à l'Élysée et c'est largement mérité. Là, on aperçoit un peu les vitraux. Et puis là, les dernières photos avant la réouverture. Ce que je partageais ce matin, on était même, c'était pas un lot de travaux, mais on était même jusqu'à coordonner les caméramans des chaînes de télévision sur le terrain. Et voilà. Et je vous remercie. Merci Quentin pour votre témoignage particulièrement enrichissant. Je suis sûre que vous aurez des échanges plus longs ensuite. Donc on clôture maintenant les retours d'expérience qu'on souhaitait partager avec tous aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.
Alors nous concluons cet après-midi sur le Lean Construction avec à peine 5 minutes de retard, sachant que le président était arrivé un peu en retard. Je ne sais pas s'il est parti. Donc avec les 4 représentants, FFB, Pôle Habitat USH et OPP-BTP, donc Jérôme Coad, Éric Freitas, Alban Charrier et Thibaut Clément, donc là afin de signer la convention dont nous avons déjà parlé. Donc le partenariat acte le souhait d'une action commune pour diffuser et pérenniser l'usage du Lean Construction en impliquant tous les acteurs concernés. Et vous pouvez dès à présent consulter une page internet du partenariat qui permet d'accéder à différentes ressources. Donc vous y trouverez également bientôt le replay de l'événement. Donc, messieurs, je vous laisse la plume. Ouais. Merci à tous pour votre participation et votre enthousiasme. Merci.